Elle avait traversé tout le pays pour épouser un homme, et celui-ci n'avait même pas eu la décence de se présenter pour lui mentir en face. Mathilde Beaumont se tenait au milieu de la place de Val-de-Siane, avec pour tout bagage une unique valise, une robe de voyage froissée et la certitude glaçante que la vie qu'on lui avait promise n'était qu'une illusion. L'homme qui lui écrivait des lettres débordantes de chaleur et de projets s'était déjà marié avec une autre, et tout le village avait assisté aux noces. Si vous avez déjà senti quelqu'un vous arracher tout ce que vous possédiez avec un sourire aux lèvres, restez avec moi jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire de quelle région vous suivez cette histoire, et voyons jusqu'où ce récit peut voyager. Le coche de poste entra dans Val-de-Siane juste après midi, au moment où le soleil de plomb écrasait les plateaux du Cantal. La poussière soulevée par le dernier passage d'une charrette ne s'était pas encore déposée. Mathilde Beaumont colla son visage contre la petite vitre carrée et regarda la rue principale se dessiner. L'épicerie, le maréchal Ferrand, une devanture de barbier à l'enseigne délavée et une rangée de poteaux où des chevaux attendaient, patients et à moitié endormis sous la chaleur. Elle était dans ce coche depuis 3 jours. Elle avait le dos en compote, la bouche pâteuse de poussière de route, et la femme assise en face d'elle avait ronflé durant la majeure partie de la traversée des Cévennes. Mais rien de tout cela n'égalait l'émotion qui lui serrait la poitrine alors que l'attelage ralentissait. Elle y était. Enfin. Mathilde avait 31 ans et elle passait le plus clair de son temps à essayer de tirer le meilleur parti de situations désastreuses. Son père était mort quand elle en avait 17, laissant le domaine familial entre les mains de son frère aîné, Étienne. Faire confiance à Étienne revenait à confier une bougie allumée à un ouragan. Petit à petit, il avait vendu des parcelles de terre en secret, année après année, tout en maintenant l'apparence d'un homme de bien. Le temps que Mathilde comprenne l'ampleur du désastre, il ne restait presque plus rien. Étienne avait alors arrangé une correspondance avec un certain Valentin Picard, sans même prendre la peine de lui demander son avis. Elle avait lu la première lettre de Valentin 3 fois, avant de croire qu'elle était sincère. Il y parlait de son exploitation aux abords de Val-de-Siane, de son bétail, de ses projets d'agrandissement. Il écrivait qu'il cherchait une femme de bon sens, aux mains solides. Quelqu'un qui comprenne que bâtir une vie ensemble était un travail de chaque instant, pas un conte de fées, cela lui plaisait. Elle n'était pas une femme qui avait besoin de chimères. Elle avait besoin de quelque chose de réel. Ils échangèrent des lettres pendant 4 mois. Les mots de Valentin étaient simples, pragmatiques, ce qu'elle respectait. Il ne la flattait pas. Il ne faisait pas de promesses qu'il ne pouvait tenir. Du moins, c'est ce qu'elle croyait. Il décrivait une maison propre avec une bonne cuisine et un village en pleine expansion. Il écrivait qu'une femme de son rang s'y intégrerait parfaitement. Ce qu'il n'écrivit pas, et qu'elle allait apprendre à ses dépens, c'était la vérité. Le postillon ouvrit la porte et posa le marchepied. Mathilde descendit dans la lumière de l'après-midi, son sac de voyage dans une main et son chapeau dans l'autre. Elle lissa sa robe et regarda la rue principale. Pendant un court instant, le temps d'un souffle, elle s'autorisa à ressentir quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Puis, elle vit Étienne. Son frère se tenait près du bureau de poste, son chapeau rejeté en arrière. L'expression qu'il afficha en l'apercevant n'était pas celle d'un homme heureux de retrouver sa sœur. C'était celle d'un homme pris en faute. Mathilde. Il s'avança vers elle, les mains dans les poches, tué en avance. Le coche a pris de l'avance sur l'horaire. Elle scruta son visage, cherchant une réponse. Où est Valentin? Étienne regarda par-dessus son épaule, fuyant son regard. Il est dans le coin. Mais il y a quelque chose dont nous devrions discuter d'abord. Elle connaissait son frère depuis trop longtemps pour ne pas savoir quand il s'apprêtait à lui débiter un discours répété d'avance. Ses mots étaient toujours plus lisses que sa conscience. Étienne, où est Valentin Picard? Il est à l'église. Il marqua une pause. Mathilde, les choses ont changé. Il y a eu des développements dont je n'avais pas connaissance quand j'ai contacté Monsieur Picard, et le temps que je comprenne la situation. Quel développement? Étienne ôta son chapeau et le pressa contre sa poitrine. Il eut au moins la décence d'avoir l'air honteux. Valentin est marié. Il a conclu un arrangement avec une femme dont la famille a des relations à Lyon. Ça s'est fait plus vite que prévu et Mathilde cessa d'écouter. Pas parce qu'elle s'évanouissait ou qu'elle se mettait à pleurer, ni parce qu'elle émettait l'un de ces sons qu'une femme est censée produire quand le sol se dérobe sous ses pieds. Elle cessa d'écouter parce qu'un bourdonnement dans ses oreilles couvrait tout le reste. Elle restait là, parfaitement immobile, serrant son sac, regardant la bouche de son frère s'agiter tout en pensant à la distance qu'elle avait parcourue pour en arriver là. 3 jours de voyage, 2 semaines de préparatifs, 4 mois de lettres. Peu à peu, elle prit conscience que les gens dans la rue l'observaient. Une femme devant l'épicerie avait arrêté de balayer. 2 hommes accoudés à la clôture près de l'écurie s'étaient tus. Une jeune fille d'environ 12 ans, les bras chargés de paquets, la fixait ouvertement depuis le trottoir d'en face. Mathilde se força à respirer. Quand l'a-t-il épousée? Sa voix sortit calme, ce qui la surprit elle-même.
il y a 3 semaines. Étienne baissa les yeux vers le sol. J'allais t'écrire, mais je ne savais pas comment. Je me suis dit que si tu étais déjà en route, tu t'es dit que si j'étais déjà en route, que j'arriverais et que la situation se résoudrait d'elle-même. Je pensais que Valentin reconsidérerait peut-être sa décision. Assez. Elle leva une main, et la fermeté de son geste fit tressaillir Étienne. Ne dit plus un mot. Elle resta là, au milieu de la rue, devant le coche et sous les regards curieux des villageois. Elle songea à pleurer, puis décida que non. Ce n'était pas par manque de douleur. Elle souffrait. Une sensation de vide et de nausée se propageait dans sa poitrine, une douleur qui n'avait rien à voir avec la fatigue du voyage. Mais pleurer, c'était donner à ces inconnus de quoi jaser pendant 1 mois. Et Mathilde Beaumont avait déjà été assez souvent le sujet de conversation des autres. Elle ramassa son sac et se mit à marcher. Elle ne savait pas où elle allait. Elle descendit la rue, s'éloignant de son frère, passant devant l'épicerie, la femme au balai et les 2 hommes à la clôture. Elle marchait parce que rester immobile lui donnait l'impression de capituler devant l'instant présent. Et elle refusait de faire cela au milieu d'un village étranger, devant des gens qu'elle n'avait jamais rencontrés. L'extrémité de la rue principale débouchait sur une petite place où un abreuvoir trônait devant un poteau d'attache. Au-delà, la terre s'étendait, vaste et plate, dans toutes les directions. Mathilde s'arrêta là parce qu'il n'y avait nulle part ailleurs où aller. Elle posa son sac, remit son chapeau bien droit et contempla l'immensité du ciel auvergnat. Elle était épuisée, terriblement épuisée. « Vous avez besoin d'un endroit pour vous asseoir ?» Elle se retourna. L'homme qui se tenait à quelques pas d'elle était grand. Pas d'une manière exagérée, mais de cette façon propre à ceux qui ont passé des années à accomplir des travaux physiques et qui en ont gardé la carrure. Il devait avoir passé la quarantaine, le visage marqué par le soleil et des yeux sombres qui l'observaient avec une attention prudente, mais pas malveillante. Il avait l'air d'un homme qui n'avait pas l'habitude de parler pour ne rien dire. « Je vais bien, dit Mathilde. Je ne vous ai pas demandé si vous alliez bien. » Elle l'examina plus attentivement. Son manteau était simple mais de bonne coupe, le genre de vêtement qui coûte cher sans chercher à l'afficher. Son cheval, attaché un peu plus loin, était une bête imposante à la robe sombre qui n'avait rien d'un canasson de ferme ordinaire. « Le banc devant la quincaillerie est vide, reprit l'homme. Si vous cherchez ce que vous allez faire ensuite, c'est un endroit convenable pour y réfléchir. » Je n'ai pas besoin d'un banc, non, dit-il. Probablement pas. Il ne dit rien de plus, mais il ne s'en alla pas non plus. Après un instant, Mathilde demanda « Vous regardiez ? Je passais dans la rue quand le coche est arrivé. Alors vous avez vu ?» J'ai vu un homme annoncer à sa sœur quelque chose qu'elle ne voulait pas entendre, au beau milieu de la place publique, dit-il. C'est tout ce que j'ai vu. Elle l'étudia. La plupart des hommes auraient détourné le regard. Je n'allais pas détourner les yeux devant une femme seule dans la rue. Il y avait une franchise désarmante dans sa façon de parler. Ce n'était pas un acte de galanterie calculé, juste un constat. Mathilde avait passé assez de temps avec des hommes qui jouaient la comédie de la décence pour faire la différence. « Je m'appelle Gabriel Roussel », dit-il. Elle connaissait ce nom. Étienne l'avait mentionné dans une de ses lettres, comme on mentionne un monument local. Le domaine de la Lanterne Rouge, la plus grande exploitation du territoire. Gabriel Roussel le dirige, un homme sérieux, une affaire sérieuse. Elle n'y avait pas prêté attention à l'époque. Mathilde Beaumont. Elle n'ajouta rien d'autre. « Comptez-vous rester au village, mademoiselle Beaumont ?»« Je ne sais pas encore. » Il hocha la tête, comme si c'était une réponse tout à fait raisonnable. « Il y a une pension correcte au bout de la rue, au nord. C'est tenu par madame Aubert. Elle n'est pas bavarde. J'apprécie cela. » Elle jeta un coup d'œil vers la rue. Étienne avait disparu, ce qui était sans doute préférable, car elle n'était pas certaine de ce qu'elle lui aurait dit s'il l'avait suivie. « J'ai un problème à résoudre, » dit Gabriel. Elle se tourna de nouveau vers lui. « Mon père ne se porte pas très bien. Pas physiquement. Son corps est solide pour un homme de son âge, mais depuis que ma mère est morte il y a 2 ans, il ne s'intéresse plus à rien. La maison du domaine a besoin de quelqu'un pour la gérer correctement. Quelqu'un pour tenir le foyer, cuisiner quand le cuisinier n'est pas là, s'assurer que les choses soient faites. J'essaye de gérer l'élevage et la maison en même temps, et je ne fais ni l'un ni l'autre correctement. » Mathilde le fixa. « Vous me proposez un travail. Je vous explique une situation, dit-il avec prudence. Ce que vous faites de cette information vous regarde. Vous ne savez rien de moi. Je sais que vous ne vous êtes pas effondré dans la rue alors que vous aviez toutes les raisons de le faire. Ça me dit l'essentiel. » Elle resta silencieuse un moment. Le vent de l'après-midi se leva, soulevant un peu de poussière sur la place. Au bout de la rue, un chien aboyait après quelque chose d'inaccessible. « Combien ce poste serait-il payé ?» demanda-t-elle. Il cita un chiffre honnête, plus qu'honnête en réalité. Elle garda un visage neutre. Et quelles seraient exactement les conditions? Vous gérez la maison, vous aidez mon père quand il accepte de l'être, ce qui n'arrivera peut-être pas souvent. Vous aurez votre propre chambre, vos repas et le salaire que j'ai mentionné. Il marqua une pause. Je ne cherche pas une domestique qui fait la révérence dès que j'entre dans une pièce.
J'ai besoin de quelqu'un capable de tenir la baraque quand je n'y suis pas, c'est-à-dire la plupart du temps. Et si je décide que cela ne me convient pas, alors vous partez. Je ne compliquerai pas les choses. Elle ramassa son sac. Elle pensa à la pension et à l'argent qui lui restait en poche, à peine de quoi tenir une semaine. Elle pensa au fait que le prochain coche pour repartir ne passerait pas avant jeudi, et à la vie qu'elle avait laissée derrière elle, une vie qui n'en était plus vraiment une. Je ne ferai pas semblant d'être reconnaissante, dit-elle. Si je viens, je travaillerai. Je ne cherche la charité de personne. C'est moi qui ferai la bonne affaire, répondit Gabriel. La maison est dans un état lamentable. C'était une chose si simple et si franche à dire que Mathilde faillit rire. Elle ne le fit pas, mais ce fut de justesse. J'irai voir la pension d'abord, dit-elle. Je vous donnerai ma réponse demain matin. Il acquiesça. Madame Aubert, bout de la rue Nord, les volets verts. Il toucha le bord de son chapeau et retourna vers son cheval sans cérémonie. Mathilde le regarda s'éloigner, essayant de comprendre ce qu'elle ressentait après ces 20 dernières minutes. Elle avait l'impression, décida-t-elle, d'être quelqu'un qui venait de sortir d'une histoire pour entrer dans une autre, sans savoir encore de quoi la suite serait faite. La pension de Madame Aubert avait effectivement des volets verts et une odeur de chou bouilli qui vous frappait dès la porte d'entrée. La chambre était petite, le matelas mince, mais l'endroit était propre et Madame Aubert était exactement aussi peu bavarde que Gabriel Roussel l'avait promis. Elle lui tendit une clé, lui montra où se trouvait la salle d'eau et la laissa seule. Mathilde s'assit sur le bord du lit, retira ses bottines et pressa ses pieds contre le plancher frais. Elle s'autorisa enfin à tout ressentir. L'humiliation était là, elle ne pouvait pas le nier. Elle avait parcouru des centaines de kilomètres pour épouser un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, pour découvrir en arrivant qu'il l'avait remplacée avant même qu'elle ne descende du coche. Tout Val-de-Siane en avait été témoin. Quoi qu'il arrive ensuite, cela collerait à son nom pendant un moment. Mais sous l'humiliation, il y avait autre chose, quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, une sorte de clarté froide. Étienne avait orchestré tout cela. Étienne avait négocié sa vie comme une simple ligne comptable sur un registre, et Valentin Picard avait accepté de l'épouser en supposant qu'elle apportait de l'argent avec elle. Quand il avait compris que l'argent n'était plus là, il avait simplement trouvé un autre arrangement. Elle n'avait jamais été une personne dans cette transaction. Elle avait été un actif financier, et quand l'actif s'était avéré moins rentable que prévu, le marché avait été annulé. Elle resta assise avec cette pensée pendant un long moment, puis elle se leva, se lava le visage dans la cuvette posée sur la commode et mangea le biscuit sec qu'elle avait gardé de son arrêt à la station de coche précédente. Elle mâcha lentement en regardant par la petite fenêtre la rue en contrebas, où l'après-midi cédait la place au début de soirée. L'allumeur de réverbère commençait sa tournée. L'image de Valentin Picard lui revint en tête. Elle la laissa s'installer un instant, juste assez longtemps pour le voir clairement. Ce n'était pas un monstre, pas exactement. C'était juste un homme qui traitait les femmes comme des transactions et qui s'en allait quand les chiffres ne s'additionnaient plus. Elle avait connu des hommes comme lui toute sa vie. Son frère en était un. Ce qui la surprenait, c'était Gabriel Roussel. Elle l'analysa avec soin, comme on retournerait une pierre pour voir ce qu'il y a dessous. Il aurait pu l'ignorer dans la rue. La plupart des hommes l'auraient fait. Une femme publiquement rejetée par son fiancé était une chose gênante. Les gens préféraient ne pas s'approcher de ce genre d'embarras, de peur que ce ne soit contagieux. Mais Gabriel Roussel s'était tenu sur la place et lui avait offert une solution pratique sans l'enrober de pitié. Elle ne lui faisait pas encore confiance. Elle ne faisait confiance à personne en ce moment précis. Mais c'était intriguant. Elle dormit mal et s'éveilla avant l'aube. Elle resta allongée dans la pénombre, écoutant le village s'animer au dehors. Le premier passage d'une charrette, le chant d'un coq à 2 rues de là, l'aboiement lointain d'un chien. Toute la lente matinée rurale prenait forme. À 6 heures, elle était habillée. À 7 heures, elle prenait son petit déjeuner dans la petite salle à manger de Madame Aubert, qu'elle partageait avec un commis voyageur trop fatigué pour discuter et un jeune homme aux doigts tachés d'encre qui semblait écrire dans un carnet de cuir. À 8 heures, sa décision était prise. Elle trouva Gabriel Roussel devant le magasin de grains, en train de discuter avec un homme d'une livraison. Elle attendit que la conversation se termine. Il se retourna, l'aperçut et ne parut pas surpris, ce qu'elle apprécia. « 2 conditions, dit-elle. Il croisa les bras. Je vous écoute. Je resterai tant que le travail sera honnête et que je serai traité en conséquence. Si l'une de ces choses change, je pars sans discussion. C'est juste. La seconde, mon passé m'appartient. Je n'ai aucune envie de me justifier auprès de vos gens ou de vos voisins. Si quelqu'un demande qui je suis la femme qui gère votre maison. C'est tout. » Gabriel resta silencieux un instant. La plupart des gens au village vont deviner que vous êtes arrivé par le coche d'hier. Qu'ils devinent ce qu'ils veulent. Je refuse simplement d'être présenté comme un objet de pitié ou une mise en garde pour les autres. Quelque chose changea dans son expression.
Ce n'était pas tout à fait un sourire, mais on s'en approchait. Vous ne le serez pas. Alors nous avons un accord. Ils se serrèrent la main. Sa poigne était ferme et brève. La poignée de main de quelqu'un habitué à conclure des marchés et à avancer. Je viendrai vous chercher cet après-midi, dit-il. J'ai des affaires à régler jusqu'à midi. Je serai prête. Elle retourna à la pension, paya Madame Aubert pour la nuit et refit son sac. Elle pensa à sa mère, morte depuis 15 ans, qui lui avait toujours dit que la meilleure protection d'une femme était sa capacité à tenir debout sur ses propres jambes. Elle pensa au temps qu'il lui avait fallu pour y croire vraiment. Le trajet jusqu'au domaine de la Lanterne Rouge dura près d'1 heure sur une route qui, d'abord correcte, se transforma peu à peu en un simple chemin de terre battu coupant à travers les pâturages. Le ciel paraissait immense ici, d'une manière à laquelle il fallait s'habituer. Pas de montagnes escarpées, peu d'arbres, juste de l'herbe et du ciel à perte de vue. On se sentait tout petit au milieu de quelque chose de très vaste. Gabrielle conduisait sans beaucoup parler, ce qui ne la dérangeait pas. Il y avait quelque chose de confortable dans le silence avec quelqu'un qui ne s'en servait pas pour vous mettre mal à l'aise. « Quelle est la taille de l'exploitation » demanda-t-elle après un moment. « Environ 4000 hectares, répondit-il, à peu près. » Elle regarda les terres défiler. « Combien de têtes de bétail ?»« Nous en avons compté un peu plus de 3000 à la dernière saison. Le marquage commence dans 2 semaines. » Elle fit un calcul mental rapide. C'était une exploitation considérable. Elle avait grandi au milieu des plus petites propriétés de son père avant qu'Étienne ne les vende, et elle en savait assez sur le métier pour comprendre que 3000 bêtes signifiaient des dizaines d'ouvriers agricoles, une logistique complexe et des sommes d'argent que la plupart des gens de Val-de-Siane ne verraient jamais. « Votre père » dit-elle avec précaution. « Que dois-je savoir ?» La mâchoire de Gabrielle se crispa légèrement. Il n'est pas difficile. Il est juste absent. Autrefois, c'est lui qui dirigeait les réunions du matin avec les hommes. Il parcourait chaque recoin de cette propriété 2 fois par semaine. Après la mort de ma mère, il a arrêté. Il reste dans sa chambre la plupart du temps. Il descend parfois pour manger, mais il ne parle pas. Est-ce qu'il voit d'un mauvais œil les visites? Il ne voit rien d'un mauvais œil. Il ne s'oppose à rien. C'est presque pire. Elle comprenait cela. Elle avait vu le deuil faire cela aux gens. Ne pas les rendre colériques ou bruyants, mais les vider de l'intérieur jusqu'à ce qu'ils ne luttent plus contre rien. Je ne l'importunerai pas, dit-elle. Je ne vous demande pas de le guérir. Je sais bien. Il lui jeta un regard de côté. Vous avez de la famille? Un frère aîné. Vous êtes proche? Elle revit Étienne debout dans la rue, son chapeau contre sa poitrine. Non. Il acquiesça et ne posa pas d'autres questions. Le domaine de la Lanterne Rouge apparut au bout d'une longue allée bordée de clôtures. C'était plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. La maison principale avait 2 étages, construits en bois et en pierre, avec un long porche couvert courant sur toute la façade et une lanterne rouge suspendue au poteau en haut des marches. Plus loin, elle apercevait les bâtiments de ferme, les granges, les enclos et, encore plus loin, le bétail se déplaçant lentement dans les herbes. L'endroit aurait dû respirer la prospérité. Et c'était le cas, techniquement. Tout était bien entretenu. Les clôtures étaient solides, les portes de la grange bien droites sur leurs gonds. Mais il manquait quelque chose. Les parterres de fleurs devant le porche n'étaient remplis que de terre sèche et de tiges mortes. Les meubles du porche étaient poussiéreux et mal alignés. Une chaise était de travers, comme si quelqu'un s'était levé précipitamment et n'était jamais revenu pour la remettre en place. La maison ressemblait à un endroit qui avait été aimé, puis délaissé. Un ouvrier vint prendre le cheval et Gabrielle la guida sur les marches du porche jusqu'à la porte d'entrée. L'intérieur était à l'avenant. De belles structures, de bons matériaux, mais une froideur qui n'avait rien à voir avec la température. La cuisine était le pire endroit. Fonctionnel, mais sinistre. Le genre de cuisine où l'on prépare les repas, mais où on ne les savoure jamais. Madame Girard était la dernière gouvernante, dit Gabrielle. Elle est partie en janvier. Je n'ai trouvé personne depuis. Depuis combien de temps la cuisine est-elle dans cet état? Depuis janvier. Elle l'a parcouru lentement. Le garde-manger était garni. Au moins, il avait veillé à ce que les provisions arrivent. La cuisinière était de bonne facture, en fonte solide. La table au centre de la pièce était assez grande pour 8 personnes, mais elle était actuellement couverte de paperasse et d'un nécessaire de réparation pour sel. Elle posa son sac sur l'une des chaises. « Où est votre père ?»« Dans sa chambre. Il descend parfois pour les repas, pas toujours. Et où est sa chambre ? En haut de l'escalier, au bout du couloir. » Elle leva les yeux vers le plafond un instant, comme si elle pouvait voir à travers. « Je ne le dérangerai pas aujourd'hui. Bien. Mais j'ai besoin de la cuisine. » Elle poussa le nécessaire de réparation hors de la table et empila les papiers sur le côté. « Je vais commencer par ici. » Gabrielle l'observa un moment. « Votre chambre est derrière la cuisine, au fond à gauche. »« Je trouverai. » Il resta là encore un instant, comme s'il n'était pas tout à fait sûr de ce qu'il devait faire maintenant que quelqu'un d'autre avait pris possession de la cuisine, puis il fit un signe de tête et la laissa seule. Elle travailla tout le reste de l'après-midi.
La cuisine avait été négligée, mais pas ruinée, ce qui était déjà ça. Elle trouva des produits de nettoyage, alluma la cuisinière, récura la table de travail jusqu'à retrouver le bois brut, balaya le sol 2 fois et ouvrit les fenêtres pour laisser entrer l'air de la fin de journée. Quand la lumière commença à décliner, la cuisine ressemblait de nouveau à une cuisine et non plus à un débarras. Elle découvrit la cave sous le porche arrière. Des oignons, des pommes de terre, quelques haricots secs, une meule de fromage à pâte dure. Dans le garde-manger, il y avait de la farine, du saindoux et plusieurs bocaux de tomates confites. Elle prépara un ragoût, rien de sophistiqué, juste un bon ragoût de bœuf et de légumes qui tiendrait au corps et pourrait nourrir plusieurs personnes. Et quand une bonne odeur commença à flotter dans la pièce, elle sentit la tension de la journée s'apaiser un peu dans ses épaules. Elle ne l'entendit pas descendre. Elle avait dressé la table pour 2, supposant que Gabriel rentrerait après son travail du soir. Elle avait trouvé une lampe en état de marche et l'avait allumée. Elle était en train de couper le pain quand elle entendit le grincement de la dernière marche et leva les yeux. L'homme qui se tenait dans l'encadrement de la porte était plus vieux qu'elle ne l'avait imaginé, peut-être au milieu de la 60aine, avec un visage qui avait dû être beau autrefois et qui en gardait la structure. Il était maigre, d'une maigreur qui suggérait qu'il ne mangeait pas régulièrement, et ses yeux, lorsqu'ils se posèrent sur la cuisine éclairée, prirent une expression qu'elle reconnut. Le regard de quelqu'un qui ne s'attendait plus à rien trouver ici et ne savait plus comment réagir face à la nouveauté. « Vous êtes Sylvain », dit-elle, sans que ce soit une question. Il cligna des yeux. On m'a dit qu'il y avait quelqu'un de nouveau. Mathilde Beaumont. Elle n'alla pas vers lui. Quelque chose lui disait que ce serait une erreur, que cet homme avait besoin de venir aux choses à son propre rythme. J'ai fait du ragoût. Il y en a assez. Il regarda le plat. Il regarda la table, avec ses 2 couverts et sa lampe allumée. Il ressemblait à un homme observant de très loin quelque chose qu'il ne parvenait pas tout à fait à nommer. Marguerite allumait toujours cette lampe pour le souper, dit-il. Sa femme. Gabriel avait dit 2 ans, mais dans la bouche de Sylvain, ce nom résonnait comme si c'était hier. « Voulez-vous vous asseoir » demanda Mathilde. Il resta sur le seuil encore un moment, puis lentement, il s'approcha de la table, tira une chaise et s'assit. Elle servit une louche de ragoût dans un bol qu'elle posa devant lui, sans en faire d'histoire. Elle s'assit en face de lui avec son propre bol, et ils mangèrent en silence. Dehors, la nuit tombait sur les plateaux, et la lampe projetait une lueur chaude et dorée sur la table. Mathilde pensa que certaines choses n'avaient pas besoin d'être dites. Le vieil homme vida son bol jusqu'à la dernière goutte. Il ne parla presque pas. Quand il eut fini, il la regarda et dit « Vous cuisinez simplement. »« Je cuisine avec ce qu'il y a, » répondit-elle. Il resta silencieux encore un instant. « Bon ragoût, merci. » Il repoussa sa chaise et se leva lentement. Elle le regarda repartir vers l'escalier sans lui proposer une aide qu'il n'avait pas demandée. Sur le seuil, il s'arrêta. « Vous comptez rester » demanda-t-il. Elle y réfléchit un instant. Sincèrement, pas de la manière dont on réfléchit quand on connaît déjà la réponse. « Je crois bien que oui, dit-elle. » Il émit un son qui n'était ni une approbation ni un désaccord, et disparut dans l'obscurité de la cage d'escalier. Mathilde resta seule à la table de la cuisine et écouta le silence de la maison. Elle se dit que ce silence était différent de celui de la pension de Madame Aubert. Ce silence-là était celui d'un endroit qui n'avait aucune raison de retenir son souffle. Celui-ci était différent. C'était le silence d'une maison qui attendait quelque chose. Elle se leva, débarrassa les bols, les lava et les rangea. Puis elle se tint à la fenêtre de la cuisine, regardant l'obscurité et les étoiles au-dessus de la plaine. Elle était très loin de tout ce qu'elle avait connu auparavant, mais elle était toujours debout. Cela, décida-t-elle, suffirait pour l'instant. Le 2e matin au domaine fut glacial. Mathilde s'éveilla avant l'aube, une habitude qu'elle avait depuis l'enfance et dont elle n'avait jamais réussi à se défaire. Sa chambre était sobre, un lit, une commode, une patère au mur pour son manteau. Mais le matelas était bien meilleur que celui de la pension et la fenêtre donnait vers l'est, ce qui signifiait qu'elle serait la première à voir le soleil. Elle resta immobile un instant à écouter la maison. À l'étage, rien ne bougeait. Dehors, les bruits lents d'une ferme qui s'éveille. Des pas sur le gravier, une barrière qui grince, un cheval qui s'agite dans l'enclos voisin. Elle se leva, s'habilla dans le noir et gagna la cuisine. La cuisinière était froide. Elle la relança à partir des braises qu'elle avait laissées la veille et mit de l'eau à chauffer pour le café. Elle resta à la fenêtre, observant la lumière grise s'étendre sur l'herbe en attendant que la bouilloire siffle. Les parterres de fleurs étaient toujours morts, la chaise du porche toujours de travers. Elle n'était là que depuis un jour. Elle n'allait pas tout réparer en 24 heures, mais elle pouvait faire du café, le faire avant que les autres ne descendent, et s'accorder quelques minutes de solitude avant que la maisonnée ne se réveille et n'exige des choses d'elle. Elle avait appris depuis longtemps que ces premières minutes de calme étaient celles qui empêchaient tout le reste de s'effondrer. Elle en était à sa 2e tasse quand Gabriel entra par la porte arrière. Il s'arrêta en l'apercevant.
Pas surpris, exactement, mais comme un homme en train de recalibrer ses pensées. « Vous êtes déjà debout, dit-il. Le café est sur la cuisinière. Il s'en servit une tasse et resta debout à l'autre bout de la cuisine pour la boire. Il était déjà prêt pour sa journée. Des vêtements de travail, des bottes usées, une veste qui avait vu bien des intempéries. Il y avait de la boue sur sa botte gauche, ce qui signifiait qu'il était déjà sorti. « À quelle heure commencez-vous » demanda-t-elle. « 4h30, d'habitude. Il y avait quelque chose à vérifier dans le pâturage nord. » Elle hocha la tête. « Votre père est-il redescendu hier soir après le souper ?»« Non, il ne le fait jamais. » Il regarda la table comme s'il la voyait différemment d'hier. Il est descendu pour le souper. Oui, il ne l'avait pas fait depuis longtemps. Gabriel serra sa tasse entre ses mains. Il a dit quelque chose, pas grand-chose. Il a dit que mon ragoût était simple. Quelque chose de complexe traversa le visage de Gabriel. C'est... Il disait toujours cela à ma mère. Elle cuisinait simplement. Dans sa bouche, c'était un compliment. Mathilde enregistra l'information sans commentaire. Elle la rangea dans un coin de sa tête, comme elle le faisait pour tout le reste. « Je veux parler du budget de la maison, dit-elle. Si je dois gérer cet endroit, je dois savoir ce que j'ai à ma disposition. Je vous apporterai le registre après le petit déjeuner. Et je veux revoir la liste des provisions. Certaines choses commencent à manquer. J'organiserai un passage au village jeudi. » Bien, elle posa sa tasse. Et les fleurs. Il la regarda. « Quoi, les fleurs ? Il faut les arracher et en replanter d'autres. Pas aujourd'hui, pas cette semaine, mais à terme. Ces tiges mortes devant le porche donnent l'impression que la maison est abandonnée. » Il resta silencieux un moment. C'est ma mère qui les avait plantées. Elle s'en doutait. Je le sais. Je ne dis pas qu'il faut les arracher aujourd'hui. Je dis que c'est nécessaire. Et quand vous serez prêt, j'aimerais m'en charger. Il la regarda longuement, avec une expression qu'elle ne parvint pas tout à fait à déchiffrer. Puis il hocha la tête, finit son café, posa la tasse sur la table et ressortit. Elle resta seule dans la cuisine en pensant que sa tâche serait bien plus complexe que la simple gestion d'un foyer. Les ouvriers agricoles étaient au nombre de 12, sans compter Gabriel. Ils prenaient leur repas dans leur propre quartier et restaient globalement à l'écart, mais elle commença à remarquer qu'ils l'observaient. Les conversations qui changeaient de ton lorsqu'elle traversait la cour, les regards qui suivaient son trajet entre la maison et la cave. Elle était un élément nouveau, et il prenait sa mesure. Elle les laissait regarder. Elle ne se justifiait pas. Le premier à l'aborder fut un jeune homme nommé Denis, environ 22 ans, avec un nez brûlé par le soleil et ce genre de stupidité joyeuse qui peut soit vous faire tuer, soit vous maintenir en vie. Il frappa à l'encadrement de la porte de la cuisine un après-midi alors qu'elle réorganisait les étagères du garde-manger. « Mademoiselle, Monsieur Roussel m'a dit de vous demander si vous aviez besoin de quelque chose venant de la cave à glace. C'est aimable. Je l'ai trouvé moi-même ce matin. » Elle ne leva pas les yeux de ses étagères. Un silence. Il a dit de... « Enfin, on a entendu dire que vous veniez de loin, de l'Est. Le Puy-en-Velay est à l'est d'ici, dit-elle, et au nord. » Un autre silence. Elle sentait qu'il essayait de deviner si elle sous-entendait quelque chose. C'était le cas. « Oui, mademoiselle. » Il s'éloigna. Elle ne cherchait pas à être froide. Elle n'avait simplement pas l'énergie pour cette danse particulière où l'on attend d'une nouvelle femme dans une maison qu'elle soit chaleureuse, abordable et inoffensive, pendant que tout le monde décide s'il doit ou non la respecter. Elle avait appris qu'être utile était plus rapide qu'être agréable, et elle se concentrait sur l'essentiel. À la fin de la première semaine, elle avait remis la cuisine en marche. Elle avait tout inventorié, identifié ce qui manquait et établi un planning hebdomadaire pour les repas, afin que personne n'ait à prendre de décision à la dernière minute. Elle avait trouvé dans les anciens registres qu'une précédente gouvernante employait une jeune fille du village 2 fois par semaine pour la lessive. Elle envoya un message pour savoir si elle était toujours disponible. Elle l'était. Elle s'appelait Perrine. Elle avait 17 ans et arriva le mardi matin avec l'air de s'attendre à passer un examen. Mathilde la mit au travail pour le linge, lui dit, quand elle faisait bien, et la reprit une fois sur la façon d'étendre les draps. À la fin de la journée, Perrine semblait avoir compris ce qu'on attendait d'elle et n'était plus nerveuse. C'était la première semaine. Sylvain descendit souper 3 fois, pas tous les soirs. Le 4e soir, sa porte resta close et l'escalier silencieux. Mathilde déposa un plateau devant sa chambre sans frapper. Le lendemain matin, le plateau était vide. Elle le rapporta en cuisine, le lava et ne dit rien à Gabriel. La 2e fois que Sylvain s'assit à table, il avait mis une chemise différente. Elle le remarqua, mais ne fit aucun commentaire. Ce que personne ne lui avait dit, c'était l'ampleur de la solitude ici. Elle savait que le domaine était isolé, le trajet l'avait prouvé. Mais le savoir et le vivre étaient 2 choses différentes. Le voisin le plus proche était à 10 kilomètres, et le village encore plus loin. Les ouvriers restaient dans leur quartier après la tombée de la nuit. Gabriel travaillait de l'aube au crépuscule, rentrait, mangeait, et était souvent trop épuisé pour discuter. Sylvain, quand il venait à table, parlait peu. Perrine partait au milieu de l'après-midi.
Mathilde avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte à gérer des maisons et des gens, et elle y excellait, mais elle avait toujours eu d'autres personnes autour d'elle. Ici, les soirées se résumaient à elle, seule dans la cuisine, avec pour seul bruit le vent contre les vitres. Elle découvrit les livres dans le bureau du premier étage. Le bureau de Gabriel, ou ce qu'il avait été, et qui semblait être devenu un second débarras. Il y avait des étagères au fond avec une collection d'ouvrages qui la surprit. Des livres d'histoire, quelques romans, une série complète de journaux d'arpentage, plusieurs volumes techniques sur l'élevage qu'elle n'aurait pas imaginé quelqu'un lire pour le plaisir. Elle emprunta un roman et le lut dans sa chambre jusqu'à ce que l'huile de la lampe baisse. Elle s'y trouvait un jeudi soir, en train de choisir un autre livre, quand elle entendit Gabriel dans le couloir. « Je ne savais pas que quelqu'un utilisait cette pièce, dit-il depuis le seuil. » Elle leva les yeux. « J'aurais dû demander la permission. » Ce n'était pas nécessaire. Il regarda les étagères. Ce sont les livres de mon père. Il passait son temps à lire ici, dans ce fauteuil, près de la fenêtre. Le fauteuil était tourné à l'opposé de la fenêtre, vers rien de particulier. Elle l'avait remarqué et l'avait un peu redressé sans y réfléchir. « Il ne vient plus ici ?» demanda-t-elle. « Pas à ma connaissance. » Elle rangea le roman sur l'étagère. « Est-ce que cela l'ennuierait si je les empruntais ? Il serait probablement content qu'ils servent à nouveau. » Gabriel s'appuya contre le cadre de la porte. Il avait l'air fatigué, de cette fatigue chronique. Mais ce soir, c'était différent. Moins une fatigue de travail qu'une lassitude de l'âme. Ce bureau était le sien, vraiment. Il a dirigé le domaine depuis cette pièce pendant 20 ans. Il tenait chaque registre, chaque contrat, tout. Il marqua une pause. Après la mort de ma mère, il a cessé d'entrer ici. Elle choisit le livre qu'elle cherchait et le serra contre elle. Le deuil a une géographie étrange, dit-elle. Il ferme certaines pièces et en laisse d'autres ouvertes. Gabriel la regarda. Où avez-vous trouvé cette phrase ? Je ne sais pas. Ma mère disait quelque chose de semblable, autrefois. Elle se dirigea vers la porte et il s'écarta pour la laisser passer. Je ferai attention au livre. Prenez ce que vous voulez. Elle retourna dans sa chambre et lut jusqu'à ce que la lampe s'éteigne, puis resta éveillée dans le noir à écouter le vent. Elle pensa aux pièces que l'on condamne et se demanda si elles finissaient par se rouvrir un jour. Le problème avec Gabriel Roussel, commença-t-elle à comprendre, c'est qu'il n'était vraiment pas ce à quoi elle s'attendait. Elle s'attendait à un propriétaire riche et distant. Le genre d'homme qui vous remet les clés, attend des résultats et ne demande pas comment vous y parvenez. Elle s'était préparée à un homme qui ne serait qu'un contrat de travail sur pattes. Il n'était pas ainsi. Il était attentif. Pas d'une manière intrusive, pas comme s'il l'espionnait, mais comme quelqu'un qui habite réellement l'espace qu'il occupe. Il remarquait quand la table de la cuisine était parfaitement débarrassée. Il remarquait quand le plateau devant la porte de son père revenait vide le matin. Il remarqua, un après-midi, qu'elle boitait légèrement parce qu'elle s'était pris le pied dans une racine dans la cour. Il n'en fit pas tout un plat, mais il alla derrière la maison et coupa la racine pour que personne d'autre ne trébuche. Il lui racontait des choses sans qu'elle ait besoin de demander. Pas tout, certes. Ce n'était pas un homme particulièrement ouvert, mais il en disait assez. L'histoire du domaine, le nom des ouvriers et ceux sur qui l'on pouvait compter, le tempérament particulier du troupeau dans la section nord-ouest. Il parlait de la terre comme d'autres parlent de leur famille, avec un mélange de fierté, d'exaspération et d'affection qu'il n'arrivait pas toujours à formuler clairement. « Depuis combien de temps gérez-vous tout cela seul ?» demanda-t-elle un soir. Ils étaient à la table de la cuisine après le souper. Gabriel passait en revue les feuilles de compte de la semaine et Mathilde travaillait sur un tablier déchiré qui avait besoin d'être raccommodé. C'était devenu une petite habitude, sans importance apparente, tous les deux à la même table une fois le repas débarrassé. « 7 ans que je gère tout seul », dit-il sans lever les yeux. Mon père s'est retiré peu à peu. C'était son choix, un peu le mien aussi. Le travail est devenu trop lourd pour sa façon de faire. Il tourna une page. C'était un bon éleveur. C'est un bon éleveur. C'est juste que lui et ma mère ont bâti cet endroit ensemble. Tout ici, c'était eux deux. Et puis, il n'y a plus eu que vous. Et puis, il n'y a plus eu que moi. Il posa sa feuille de compte. J'ai agrandi l'exploitation, ajouté des terres, du bétail, j'ai redressé les bénéfices. Mais la maison, il s'arrêta. La maison ne semblait plus à sa place sans elle, finit Mathilde. Ouais. Il fixa la table. Je ne suis pas doué pour la maison. Je ne l'ai jamais été. Ma mère lui donnait une âme. Je ne sais pas comment elle faisait. Elle se contentait de... Il fit un geste vague. Elle la rendait chaleureuse. Quelque chose comme ça. Elle coupa le fil du tablier et le secoua. Vous savez, ce n'est pas un talent inné chez les femmes. C'était du travail. Il la regarda. Je le sais. La plupart des hommes ne le savent pas. La plupart des hommes ne font pas attention. Elle posa le tablier et le regarda droit dans les yeux. Pourquoi m'avoir proposé ce poste ? Sincèrement. Vous auriez pu trouver quelqu'un au village. Madame Aubert connaît sûrement 3 femmes qui auraient besoin de ce travail. Il resta silencieux un moment, de cette façon qui signifiait qu'il cherchait la vraie réponse plutôt que la plus commode.
Vous n'avez pas réclamé de pitié, finit-il par dire. Tout le monde dans cette rue était désolé pour vous. Vous le sentiez aussi, je l'ai vu. Mais vous n'avez pas cherché à... Il reprit sa feuille de compte. J'ai eu des gouvernantes qu'il fallait gérer. J'avais besoin de quelqu'un que je n'aurais pas à diriger. Elle y réfléchit. Vous avez pris un risque, vous aussi. C'était vrai, et elle ne pouvait pas le nier. Sylvain descendit un samedi matin, ce qui était nouveau. Il venait souper 6 soirs sur 10 ces derniers temps, mais les matinées restaient son domaine réservé. Mathilde était devant la cuisinière quand elle entendit un pas. En se retournant, elle vit Sylvain sur le seuil de la cuisine, habillé pour la journée, l'air incertain d'une manière qu'elle ne lui connaissait pas. « Bonjour », dit-elle. « Bonjour ». Il s'approcha de la table et s'assit sur la chaise qu'il s'était appropriée. « Il y a du café ?» Elle lui en servit une tasse, la posa devant lui et retourna à ses fourneaux. Elle préparait une bouillie de maïs, ce n'était pas de la grande cuisine, mais c'était chaud, nourrissant et n'exigeait rien de lui. Il but son café en silence. Elle posa un bol de bouillie sur la table avec un petit pot de crème. Il le regarda un instant. « Marguerite faisait ça le samedi, dit-il. » Elle ne répondit rien. « Une cuisine simple, ajouta-t-il. » Ce n'était pas triste, juste un constat. « Je cuisine ce qu'il y a, dit-elle, reprenant ses mots du premier soir. » Quelque chose changea dans son regard. Il prit sa cuillère. Ils restèrent dans ce silence de cuisine qu'ils avaient apprivoisé depuis 2 semaines. Mais cette fois, il demanda sans lever les yeux de son bol. « Où avez-vous appris à cuisiner ?»« Ma mère. Elle est morte quand j'avais 16 ans. La mienne est morte quand j'en avais 11. » Il versa de la crème dans sa bouillie. On n'oublie pas la cuisine, ça reste dans les mains. Elle se détourna de la cuisinière pour le regarder. Il fixait la table, pas elle. « Votre fils dit que vous avez bâti ce domaine, dit-elle. »« Nous l'avons bâti, Marguerite et moi. » Il resta silencieux un moment. « Gabriel l'a agrandi, mais c'est nous qui l'avons créé. Il but un peu de café. Vous avez remis de l'ordre ici. J'essaie. Les étagères du garde-manger ne sont plus les mêmes. Je les ai réorganisées. » Il hocha la tête lentement. Je savais exactement où tout se trouvait. Marguerite avait son système. Il marqua une pause. « Quel est le vôtre ?» Elle lui expliqua. C'était un système simple. Les choses groupées par fréquence d'utilisation, les objets lourds en bas, les verres hors de portée d'un geste brusque. Il écouta et elle vit qu'il enregistrait tout cela. « C'est logique, dit-il. » Et ce fut tout. Ils finirent leur repas tranquillement, mais il resta à table après avoir terminé. Il ne remonta pas immédiatement dans sa chambre comme il en avait l'habitude. Il resta assis avec sa tasse vide, regardant par la fenêtre un ouvrier qui menait un cheval près de la clôture. Mathilde lava les bols et ne le pressa pas. Après un long moment, il dit « Elle vous aurait aimé ». Mathilde rangea un bol sur l'étagère sans se retourner. J'aurais aimé la connaître. Il repoussa sa chaise et se leva lentement. Le bruit des pieds de la chaise sur le sol parut très fort dans le calme de la cuisine. Puis elle entendit ses pas se diriger, non pas vers l'escalier, mais vers la porte arrière. Elle se retourna. Sylvain Roussel se tenait sur le seuil de la porte, la main sur le cadre, regardant la cour avec une expression qu'elle ne lui avait pas encore vue. Ce n'était pas ce regard vide et absent, mais quelque chose de plus ancien, de plus présent. Il regardait vraiment la terre. Il la voyait, puis il sortit. Mathilde resta immobile, un torchon à la main, sentant le poids de cet instant sans savoir trop quoi en faire. Elle plia le torchon, le posa sur le buffet et alla à la fenêtre. Elle regarda Sylvain marcher lentement dans la cour, se dirigeant vers la clôture lointaine. Elle le regarda jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une silhouette au loin, se déplaçant dans l'herbe haute. Ce soir-là, au souper, Gabriel rentra du pâturage nord et s'arrêta net sur le seuil de la cuisine. Sylvain était déjà à table. Gabriel regarda son père comme on regarde quelque chose que l'on croyait perdu à jamais. Il interrogea Mathilde du regard. Elle secoua légèrement la tête. « Pas maintenant. N'en faites pas une affaire d'État. Asseyez-vous, c'est tout. » Il l'a compris, ce qui continuait de l'étonner parfois. Ils s'assit et ils mangèrent. Sylvain parla d'une clôture sur la limite qui avait été mal réparée 3 ans plus tôt et qui demandait toujours attention. Gabriel répondit qu'il le savait et qu'il avait prévu de s'en occuper. Sylvain dit qu'il aimerait bien aller voir ça de plus près quand le temps s'éclaircirait. Gabriel répondit « D'accord ». Mathilde remplit le panier à pain et ne dit mot. Une fois que Sylvain fut remonté, Gabriel resta assis un long moment sans rien dire. Mathilde débarrassa les assiettes, les lava, suspendit le torchon et s'apprêtait à préparer les ingrédients du lendemain quand il finit par parler. « Je ne sais pas ce que vous avez fait. Je n'ai rien fait. J'ai préparé une bouillie de maïs un samedi matin et j'ai laissé la porte arrière ouverte pour qu'il puisse voir dehors. Ce n'est pas rien. » Elle essuya la table. Il était prêt, Gabriel. On ne peut pas forcer quelqu'un à être prêt. On peut juste être là quand il l'est. Gabriel regardait l'escalier, là où son père se tenait quelques instants plus tôt. Il s'asseyait à cette table tous les matins, quand j'étais gosse, lui et ma mère, tous les matins avant même que les hommes ne soient levés. Il s'arrêta. J'avais oublié à quoi cela ressemblait. Elle n'avait rien à répondre à cela, alors elle se tut. La cuisine était calme et chaleureuse. Dehors, la nuit était immense et sombre.
Elle pensa que certaines choses se réparaient d'elles-mêmes si on leur offrait les bonnes conditions. Pas tout, mais certaines choses. C'est au cours de la 3e semaine que les rumeurs l'atteignirent. Elle s'était rendue à Val-de-Siane avec Gabriel pour les provisions. Elle avait besoin de voir le marchand elle-même pour régler une erreur dans la dernière commande. Pendant que Gabriel était chez le marchand de grains, elle se trouvait au comptoir de la mercerie. C'est là qu'elle entendit son nom. Elle ne l'entendit pas directement. Elle en perçut la forme. Un silence dans la conversation de 2 femmes près des rouleaux de tissu, cette qualité particulière du silence qui suit le nom de quelqu'un quand on ne veut pas qu'il sache qu'on parle de lui. Elle continua de vérifier sa liste, les femmes continuèrent de ne pas la regarder. Elle paya ses fournitures et retourna au chariot. Elle apprit les détails par Perrine 2 jours plus tard. Perrine n'était pas une commère, Mathilde l'avait vite compris. Mais elle avait 17 ans, et à cet âge, dans un petit village, on absorbe les informations à travers les murs. Il y a des bruits qui courent, dit Perrine, sans oser la regarder, pliant un drap avec une concentration exagérée. À quel sujet? À votre sujet. Et celui de monsieur Roussel? Perrine marqua une pause. Les gens disent, ils se demandent pourquoi un homme comme lui accueillerait une. Elle s'arrêta. Une femme qui a été abandonnée, dit Mathilde d'une voix égale. Perrine leva les yeux. Ce n'est pas bien ce qu'elles disent. Non, mais elles vont continuer à le dire. Mathilde prit l'autre bout du drap. Qu'est-ce qu'elles disent exactement? Que ce n'est pas convenable, qu'il doit y avoir, que M. Roussel doit obtenir quelque chose de cet arrangement qui n'a rien à voir avec la tenue de la maison. Elle retourna à son pliage, le visage rouge. Madame Tessier, à l'épicerie, a dit qu'elle plaignait M. Roussel d'avoir à recueillir des traînées. Le mot tomba brutalement. Mathilde le laissa planer un instant. Vraiment? dit-elle. Je ne pense pas ça, moi, s'empressa d'ajouter Perrine. Je voulais que vous le sachiez. Je pense que vous avez fait plus pour cette maison en 3 semaines que... Je sais que tu ne le penses pas. Mathilde plia le drap avec précision. Et je sais qui je suis et pourquoi je suis ici. Ce que les autres en pensent est leur affaire. Elle posa le drap sur la pile. Mais merci de me l'avoir dit. Elle fit bonne figure ce soir-là. Elle prépara le souper, mangea avec Sylvain et Gabriel, et ne pensa ni à Madame Tessier ni aux femmes de la mercerie. Elle fit la vaisselle et lut dans sa chambre jusqu'à ce que l'huile manque. Elle fit moins bonne figure à 2 heures du matin, allongée dans le noir. Non pas que les rumeurs soient nouvelles pour elle. Elle avait passé sa vie à naviguer dans la façon dont les petites communautés décident quoi penser des femmes qui ne rentrent pas dans les cases. Mais elle était fatiguée. D'une fatigue structurelle, profonde, qui n'avait rien à voir avec le sommeil. Elle était venue ici pour bâtir quelque chose. Elle avait trouvé ce qu'elle n'attendait pas, un sentiment ténu de pouvoir enfin appartenir à un endroit. Et voilà que le monde arrivait, comme toujours, pour lui pointer du doigt tout ce qui clochait chez elle. Elle songea à partir. Elle s'autorisa à y penser honnêtement, sans écarter l'idée, car elle savait que prétendre qu'une option n'existe pas ne la fait pas disparaître. Elle pouvait partir. Elle avait son salaire de 3 semaines. Elle pouvait aller à Lyon, peut-être. Recommencer ailleurs, dans une ville plus grande où personne ne connaîtrait l'histoire de la femme descendant seule du coche à Val-de-Siane. Elle resta là, dans l'obscurité, repensant à Sylvain franchissant le seuil de la porte arrière pour aller marcher dans la cour. Elle repensa au visage de Gabriel quand il avait vu son père à table. Elle pensa au bureau rempli de livres où personne n'était entré depuis 2 ans. Elle y pensait encore en s'endormant. Elle ne partit pas. Elle se dit que c'était une décision pragmatique. Ses options étaient limitées. Le salaire était correct. Le travail était honnête. Tout cela était vrai. Mais ce n'était pas la seule raison. Le lendemain du jour où elle était restée éveillée à ruminer, Sylvain descendit avant même qu'elle ne soit habillée. Il était assis à la table de la cuisine quand elle entra. Il avait déjà trouvé comment allumer la cuisinière, ce qu'il savait manifestement faire depuis le début, mais n'avait simplement pas fait depuis 2 ans. Il faisait chauffer une casserole d'eau et attendait, les mains serrées autour de sa tasse. Elle s'arrêta sur le seuil. « Je n'arrivais pas à dormir, dit-il. Moi non plus. » Elle prépara le café. Il ne dit rien, elle non plus. Ils s'occupèrent de la préparation ensemble, chacun s'occupant d'une tâche sans se concerter. Elle pensa, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ce qui manquait à cette maison. Pas l'argent, pas les tailles, pas les terres, c'est ça. Elle servit 2 tasses et s'assit. Sylvain entoura la sienne de ses mains et regarda par la fenêtre le ciel pâle de l'aube. « Vous comptez rester ?» demanda-t-il. La même question que le premier soir. Elle s'en souvenait. Elle prit sa propre tasse. « Je crois bien que oui, dit-elle. » La même réponse. Il émit le même son, ni approbation ni désaccord, et cette fois elle le reconnut pour ce qu'il était. C'était le son d'un homme soulagé de quelque chose et qui ne savait pas comment l'exprimer. Dehors, le soleil se levait sur les plateaux, le domaine s'éveillait et la cuisine était chaude. Quelque part au loin, Gabriel Roussel était déjà dans les champs, s'assurant que tout tienne bon, comme il le faisait depuis 7 ans, presque seul.
Mathilde but son café en pensant que cette maison retenait son souffle depuis longtemps et qu'elle commençait enfin à expirer. Mais elle savait aussi, dans cette part d'elle-même qui était toujours restée honnête, même quand c'était inopportun, que le village n'en avait pas fini avec elle. Les rumeurs n'étaient pas une fin en soi. Elles n'étaient qu'un début, et ce qui l'attendait n'allait pas être simple. Elle but son café en regardant la lumière grandir, s'autorisant cet instant parce qu'elle avait appris qu'il fallait saisir les bons moments quand ils se présentaient. Les moments compliqués, eux, savaient toujours vous trouver tout seul. Ce qui commençait ici était fragile, mais c'était un début. Elle n'était plus seulement une femme abandonnée sur une place publique. Elle était une femme qui avait trouvé une cuisine, un bureau plein de livres et deux hommes qui, à leur manière maladroite, avaient besoin d'elle autant qu'elle avait besoin d'un ancrage. Elle se sentait, pour la première fois depuis des années, à sa place. Quelque part où elle commençait, doucement, à se sentir chez elle. Le monde revenait sans cesse à la charge, comme il le faisait toujours, pour lui rappeler qu'elle n'entrait pas dans le cadre qu'on avait tracé pour elle. Mathilde songea à partir. Elle s'autorisa à y réfléchir honnêtement, sans écarter l'idée, car elle avait appris que prétendre qu'une option n'existait pas ne la faisait pas disparaître pour autant. Elle pouvait s'en aller. Elle avait son salaire de 3 semaines en poche. Elle pourrait peut-être aller jusqu'à Clermont-Ferrand. Recommencer à zéro dans une ville plus grande, où personne ne connaîtrait l'histoire de cette femme descendue seule de la diligence à Val-de-Source. Allongée dans le noir, elle imaginait Sylvain franchissant le seuil de la cuisine pour traverser la cour. Elle revoyait le visage de Gabriel quand il avait découvert son père assis à table. Elle pensait au bureau poussiéreux, rempli de livres que personne n'avait touchés depuis 2 ans. Elle était encore perdue dans ses pensées quand le sommeil finit par l'emporter. Elle ne partit pas. Elle se dit que c'était par pur pragmatisme. Ses options étaient limitées, le salaire était honnête et le travail était sain. Tout cela était vrai. Mais ce n'était pas la seule raison. Le lendemain matin, après cette nuit d'insomnie, Sylvain descendit avant même qu'elle ne soit habillée. Il était déjà assis à la table de la cuisine quand elle entra. À sa grande surprise, il avait compris comment allumer le fourneau, chose qu'il savait manifestement faire depuis toujours, mais qu'il n'avait plus pratiqué depuis 2 ans. Il faisait chauffer une casserole d'eau, les mains serrées autour d'un bol, dans l'attente. Mathilde s'arrêta sur le pas de la porte. « Je n'arrivais pas à dormir, dit-il simplement. Moi non plus, répondit-elle. Elle sortit le nécessaire pour le café. Aucun d'eux ne dit un mot de plus. Ils préparèrent la boisson ensemble, chacun s'occupant d'une tâche sans avoir besoin de se concerter. Mathilde se fit une réflexion. C'était ça, c'était exactement ce qui manquait à cette maison. Pas l'argent, pas le bétail, pas les hectares de terre. C'était cette présence partagée. Elle servit 2 tasses et s'assit. Sylvain, les mains toujours crispées sur son bol, regarda par la fenêtre le ciel pâle de l'aube. « Tu comptes rester ?» demanda-t-il. C'était la même question que le premier soir. Elle s'en souvenait parfaitement. Elle porta sa tasse à ses lèvres. « Je crois bien, » répondit-elle. C'était la même réponse. Il émit ce petit grognement qui n'était ni un accord ni un désaccord, mais cette fois, elle sut le décoder. C'était le son d'un homme qui se réjouissait de quelque chose sans savoir comment mettre des mots dessus. Dehors, le soleil se levait sur les plateaux du Cantal et le domaine s'éveillait doucement. Quelque part au loin, Gabriel était déjà dans les pâturages, veillant sur ses terres comme il le faisait depuis 7 ans, seul la plupart du temps. Mathilde but son café en se disant que cette maison avait retenu son souffle pendant trop longtemps et qu'elle commençait enfin à expirer. Mais elle savait aussi, dans cette part d'elle-même qui restait lucide, que le village n'en avait pas fini avec elle. Les rumeurs n'étaient pas une conclusion. Elles n'étaient qu'un prélude, et ce qui allait suivre n'aurait rien de simple. Elle savoura cet instant de calme, car elle avait appris qu'il fallait saisir les bons moments quand ils se présentaient. Les ennuis, eux, savaient toujours vous trouver sans aide. La lettre n'était pas vraiment cachée. Elle avait simplement été posée là où personne n'était censé regarder. Mathilde la trouva un mardi matin, au cours de sa 4e semaine, alors qu'elle vidait le fond du garde-manger pour faire de la place pour les livraisons du jeudi. Derrière les grands sacs de farine, coincés entre le mur et un vieux pot de saindoux qui semblait ne pas avoir été ouvert depuis des mois, se trouvait un petit paquet de papier plié, attaché par une ficelle de cuisine. Elle faillit le mettre de côté sans l'ouvrir, pensant qu'il s'agissait d'un vieil inventaire oublié par une précédente gouvernante. Elle dénoua la ficelle. La première feuille était effectivement une ancienne liste de fournitures. La deuxième était un reçu partiel du marchand de tissus de Val-de-Source. La troisième était une lettre, et son propre nom y figurait. Mathilde s'assit à même le sol de la réserve et lut jusqu'au bout, sans bouger. C'était l'écriture de son frère, Édouard. Elle la connaîtrait entre mille. Une écriture un peu trop appliquée, un peu trop penchée vers la droite, comme s'il courait toujours après ce qu'il voulait obtenir, entraînant les mots avec lui. La lettre était adressée à Valentin Picard et datée de 9 mois.
C'était 5 mois avant qu'on ne lui parle pour la première fois de cet arrangement avec Valentin. Cela signifiait qu'Édouard négociait son avenir depuis presque 1 an sans lui en toucher un mot. Cette seule constatation lui retourna l'estomac. Mais ce n'était pas le pire. La lettre détaillait des conditions, pas seulement une présentation ou un projet de correspondance. Des conditions pures et simples. Édouard parlait du domaine familial des Valois comme s'il existait encore sous sa forme glorieuse, décrivant des parcelles de terre et un nombre de têtes de bétail qui n'avaient aucun rapport avec la réalité, c'est-à-dire presque rien. Il écrivait que Mathilde apporterait au mariage l'accès aux derniers avoirs de la propriété, et qu'en échange, Valentin recevrait l'appui d'Édouard pour une demande d'exploitation de terre qu'il convoitait dans les plateaux du Nord. Édouard utilisait le mot compensation à 2 reprises. Il utilisait le mot arrangement 4 fois. Il n'utilisait jamais le mot sœur. Elle lut la lettre 2 fois. La deuxième fois, elle n'était plus assise par terre. Elle ne se souvenait pas s'être levée, mais elle était debout, le dos bien droit, tenant le papier à 2 mains comme on tient un objet que l'on s'efforce de ne pas broyer. Édouard l'avait vendu. Pas de manière spectaculaire, pas avec des chaînes, pas d'une façon que la loi reconnaîtrait, mais il l'avait troqué. Il avait échangé son nom, son avenir et sa présence physique contre une faveur administrative. Valentin Picard n'avait pas accepté de l'épouser pour ses lettres, ni pour son bon sens ou son courage. Il avait accepté parce qu'il pensait qu'elle était liée à des terres qu'il voulait exploiter. Et quand il avait compris que les terres n'étaient plus là, qu'Édouard avait gonflé leur valeur comme un charlatan de foire, l'affaire avait capoté. Valentin était simplement passé à une option plus rentable, une femme avec des relations solides à Clermont-Ferrand. Elle n'avait été qu'une transaction qui avait échoué. Mathilde posa la lettre sur la table de la cuisine et resta à la contempler pendant un long moment. La matinée était silencieuse. Sylvain n'était pas encore descendu. Gabriel était parti avant 4 heures du matin. Perrine ne devait arriver qu'en début d'après-midi. Il n'y avait qu'elle, cette lettre, et le ronronnement du fourneau. Elle réfléchit à ce qu'elle voulait faire. Ce qu'elle voulait faire et ce qu'elle allait faire étaient 2 choses bien distinctes. Et elle le savait. Elle s'autorisa un instant de colère pure. Elle avait envie de galoper jusqu'à l'endroit où Édouard logeait et de lui dire des choses qu'elle ne pourrait jamais retirer. Elle avait envie de trouver Valentin Picard dans sa vie de jeune marié confortable et de jeter cette lettre sur sa table devant sa nouvelle épouse pour voir sa réaction. Elle reprit la lettre, la plia soigneusement et la glissa dans la poche de son tablier. Puis elle prépara le petit déjeuner. Elle ne dit rien à Gabriel ce matin-là. Elle n'était pas prête et ne savait pas encore comment agir. Elle avait appris depuis longtemps que parler, avant d'être sûre de soi, coûte plus cher que le silence. Elle prépara la bouillie, dressa la table, mangea avec Sylvain, puis vit Gabriel passer rapidement pour un café avant de repartir. Personne n'aurait pu deviner, en regardant son visage, que quelque chose avait changé. Elle excellait dans cet art de la dissimulation. Elle n'était d'ailleurs pas certaine que ce soit une qualité dont il faille s'enorgueillir. La journée s'écoula autour d'elle. Elle fit son travail mécaniquement. La cuisine, l'organisation de la lessive avec Perrine, la pile de couture qui s'accumulait dans le coin de sa chambre. Mais alors que ses mains s'activaient, son esprit était ailleurs. Elle retournait la lettre dans tous les sens, essayant d'en comprendre toute l'ampleur. L'accord qu'Édouard avait passé avec Valentin exigeait que ce dernier croie que le domaine des Valois avait encore une valeur réelle. Édouard avait donc menti de manière substantielle et constante. Mais Valentin n'était pas un idiot. Il avait correspondu avec elle pendant 4 mois. Ses lettres à elle avaient été honnêtes, jamais elle n'avait suggéré qu'elle arrivait avec une dot ou des terres. Cela signifiait soit que Valentin n'avait pas lu ses lettres avec attention, soit qu'il s'en était tenu à la parole d'Édouard, ou alors, et c'était l'idée qui revenait sans cesse, Valentin savait depuis le début que les comptes ne tombaient pas justes, et il jouait sur 2 tableaux. Il avait gardé Mathilde sous le coude comme une roue de secours, tout en courtisant l'option la plus riche à Clermont-Ferrand. Et quand l'autre affaire s'était conclue, il avait simplement fermé la porte au nez de Mathilde, sans même avoir la décence de la prévenir avant qu'elle ne monte dans cette diligence. Elle était en train de couper des carottes pour le ragoût du soir quand elle comprit cela pleinement. Elle posa son couteau, pressa ses mains à plat sur la table de travail et respira profondément. Il l'avait laissée voyager sur des centaines de kilomètres en sachant pertinemment qu'elle n'arriverait à rien. Ce n'était pas un homme dépassé par les événements. C'était un homme qui avait fait un choix délibéré. Elle trouva Gabriel près de la clôture de la limite et ce soir-là, celle dont Sylvain avait dit qu'elle avait besoin de réparation. Il était à cheval, en train de discuter avec l'un des ouvriers agricoles. Quand elle s'approcha avec la charrette, il congédia l'homme et s'avança vers elle. « Un problème ?» demanda-t-il en scrutant son visage. « Je dois vous montrer quelque chose », répondit-elle. Elle lui tendit la lettre. Il la lut sans descendre de selle, avec ce calme olympien qui commençait à lui devenir familier.
C'était le genre d'homme qui traitait l'information là où elle arrivait, sans avoir besoin de se préparer. Son expression resta de marbre pendant la lecture. Pas vide, non. Elle voyait le mouvement de sa mâchoire, le léger plissement de ses yeux, mais tout était contenu. Il la lut 2 fois, comme elle. Puis il la plia et la garda un instant entre ses doigts. Où avez-vous trouvé ça? Elle lui raconta l'histoire de la réserve, des sacs de farine et de la ficelle. Je pense que c'est Madame Garnier, la précédente gouvernante, qui l'a mise là. Peut-être l'a-t-elle trouvée et n'a-t-elle pas su quoi en faire. Votre frère a envoyé ça à Picard il y a 9 mois, nota Gabriel en baissant les yeux sur le papier. Il y décrit des propriétés qui n'existent pas, ou du moins plus sous cette forme. Édouard est doué pour décrire les choses telles qu'il voudrait qu'elles soient, ajouta Mathilde d'une voix monocorde. Il essayait d'obtenir la coopération de Picard pour une concession de terre. Il se servait de moi comme d'une monnaie d'échange. Gabriel resta silencieux un long moment, si long qu'elle entendait le souffle des chevaux et le vent siffler entre les poteaux de la clôture. « Qu'est-ce que vous voulez faire ?» C'était la question qu'elle s'était posée toute la journée. « Je veux aller à Val-de-Source et parler directement à Valentin Picard. Ça va faire des vagues, prévint-il. Les vagues sont déjà là. Au village, on parle de moi comme d'une pauvre femme abandonnée qu'il a fallu secourir. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que cet abandon a été orchestré. Ce sont 2 histoires bien différentes. » Il la regarda intensément. « Pourquoi la version du village vous importe-t-elle autant ?» C'était une question juste, elle se l'était posée. « Parce que si je laisse les choses en l'état, je passerai le reste de ma vie à être celle qui s'est fait plaquer à l'arrivée. Et les hommes qui ont organisé tout ça, Édouard et Valentin, continueront leur chemin sans aucune conséquence. Valentin a une femme et une vie confortable à Clermont-Ferrand, et Édouard passera à sa prochaine combine. » Elle croisa son regard. « Je ne cherche pas la vengeance pour la vengeance, mais je veux que la vérité soit rétablie. » Gabriel hocha lentement la tête. Il lui rendit la lettre. « Très bien quoi ? Très bien, nous irons à Val-de-Source. » Elle ne s'était pas attendue à ce que ce soit si simple, et cette évidence lui fit un effet étrange dans la poitrine. « Vous n'êtes pas obligé de venir. Je le sais. Je suis sérieuse, c'est mon affaire. Mathilde. » Il prononça son prénom avec une insistance tranquille qui la stoppa net. « Je ne viens pas pour me battre à votre place. Je viens parce que je suis votre employeur et parce que Picard et votre frère ont fait circuler de fausses informations sur une femme qui vit sous mon toit. J'ai tout intérêt à ce que ce soit corrigé. » Il remit son chapeau en place. « Est-ce que cela vous convient ?» Elle réfléchit une seconde. « Oui, bien. Jeudi, après les travaux du matin. » Il repartit vers le domaine sans ajouter un mot, et elle ramena la charrette en pensant que ce jeudi allait être une journée éprouvante. C'est Édouard qui la trouva en premier. Il arriva au domaine des Roussel le mercredi matin, ce qu'elle n'avait pas prévu. Cela lui indiqua que quelqu'un au village lui avait fait savoir qu'elle posait des questions. Elle était dans la cuisine quand elle entendit le bruit des roues. En regardant par la fenêtre, elle vit son frère descendre de sa voiture, son chapeau à la main et les épaules voûtées dans cette posture particulière qu'il adoptait quand il avait préparé un discours de justification. Elle alla ouvrir la porte avant même qu'il n'atteigne le perron. « Mathilde » commença-t-il en s'arrêtant au bas des marches. De près, il avait l'air de ne pas avoir fermé l'œil. « Est-ce qu'on peut se parler ? On peut se parler ici, trancha-t-elle. Il regarda la galerie avec hésitation. « Je peux entrer ? Non. » Il accusa le coup. « Très bien. » Il remit son chapeau. « J'ai entendu dire que tu posais des questions sur l'arrangement avec Valentin. J'ai trouvé ta lettre, Édouard. » Le visage de son frère devint livide, d'une manière qui aurait pu être satisfaisante si elle n'avait pas été aussi lasse de tout cela. « Où ça ? Ça n'a aucune importance. » Elle descendit une marche, mais pas jusqu'au sol, pour garder cet avantage de hauteur. « Tu as négocié mon mariage comme on vend une parcelle de terre. Tu as menti sur le domaine pour obtenir la coopération de Picard. Tu m'as présenté Valentin comme une chance que tu avais trouvée pour moi, alors que pendant tout ce temps, ce n'était qu'une transaction commerciale où j'étais la marchandise. » Édouard ouvrit la bouche pour répliquer. « Ne fais pas ça, coupa-t-elle. Ne me dis pas que tu as fait ça pour mon bien. Ne me dis pas que tu pensais à mon avenir. Je sais exactement à quoi tu pensais. » Il referma la bouche, la mâchoire contractée. Puis il finit par lâcher. La demande de concession était légitime. Ce projet dans le Nord aurait été une bonne chose pour nous deux si Valentin était allé jusqu'au bout. Si l'arrangement, répéta-t-elle. J'étais une pièce de l'arrangement, Édouard. C'est ce que tu es en train de me dire. Tu le confirmes. J'essayais de sécuriser ton futur. Tu essayais de sécuriser un dossier administratif pour lequel tu avais besoin d'un partenaire et tu t'es servi de moi pour l'obtenir. Elle soutint son regard. Depuis combien de temps savais-tu que Valentin courtisait cette femme de Clermont-Ferrand ? Édouard détourna les yeux vers la rambarde. Édouard ? J'avais entendu des bruits, 3 mois avant ton départ. Je pensais que ça n'aboutirait pas. Je me disais que si tu arrivais et qu'il te voyait en personne, tu savais. Ces mots sortirent très bas de sa gorge, ce qui était bien pire que si elle avait crié. Tu savais qu'il cherchait ailleurs et tu m'as quand même fait monter dans cette diligence.
Je ne pensais pas qu'ils... Non, tu n'as pas pensé. Ils se dévisagèrent sur les marches du perron, dans la lumière crue du matin. Elle songea à toutes ces années. Édouard prenant des décisions et Mathilde gérant les conséquences. Édouard construisant des châteaux en Espagne et Mathilde essayant d'y habiter. Elle avait fait ça toute sa vie d'adulte, en se disant que c'était ça, la famille, que cela demandait de la tolérance. C'était l'histoire qu'elle s'était racontée parce que c'était plus facile que la réalité. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-il d'une voix changée. Le discours préparé avait disparu, il avait juste l'air fatigué et un peu effrayé. « Je vais à Val-de-Source demain. Je vais parler à Valentin. »« Mathilde, c'est de la folie. Tu ne vas faire qu'un scandale. » Valentin est installé là-bas. La famille de sa femme a des relations à la préfecture. Si tu débarques avec tes accusations, je ne fais pas d'accusations. J'ai ta lettre. Il se tut brusquement. Tu l'as écrite de ta propre main, Édouard. Tu y décris notre domaine en des termes qui n'ont rien à voir avec la vérité. Tu parles de moi comme d'une ligne budgétaire. Elle se redressa. Je vais montrer cette lettre à Valentin Picard et je vais lui dire, devant témoins, ce qui s'est passé, ce que vous avez fait tous les deux. Elle marqua une pause. Si tu veux être là pour donner ta version, c'est ton choix. Et si je t'interdis d'y aller? Elle faillit rire. Alors j'irai quand même. Il resta là, au pied des marches, son chapeau entre les mains. Il ressemblait au petit garçon avec qui elle avait grandi, un instant seulement. Incertain, dépassé par ses propres bêtises, ne sachant plus comment réparer les dégâts. Elle éprouva une pointe de pitié pour ce petit garçon. Mais l'homme, lui, l'avait mise dans une diligence en sachant ce qui l'attendait. « Rentre chez toi, Édouard, dit-elle, ou viens demain. Dans tous les cas, je serai là. » Elle rentra et ferma la porte. Gabriel avait vu la voiture depuis les champs et rentra à midi, plus tôt que d'habitude. Elle lui raconta l'échange pendant le déjeuner. Il l'écouta sans l'interrompre, et quand elle eut fini, il resta silencieux avant de demander. « Vous pensez qu'il sera au village demain ? Je ne sais pas. Il essaiera peut-être de prévenir Picard. C'est probable. Tant mieux. Je préfère que Picard sache que j'arrive. Un homme surpris invente n'importe quoi. Un homme prévenu a déjà préparé sa défense. Et c'est là qu'on voit ses failles. » Gabriel la regarda par-dessus la table. « Vous avez déjà fait ça, n'est-ce pas ? Quoi donc ? Entrez dans une pièce où tout le monde vous attend de pied ferme et ne pas baisser les yeux. »« Toute ma vie, » répondit-elle simplement. Cet après-midi-là, elle s'installa à la table de la cuisine et nota soigneusement les faits. Les dates, les montants qu'Édouard avait décrits dans la lettre par rapport à l'état réel du domaine, la chronologie de la correspondance de Valentin avec l'autre femme. Elle n'avait pas tout, mais elle en avait assez. La lettre était le pivot de tout, et elle se suffisait à elle-même. Sylvain descendit vers 3 heures et la trouva entourée de papiers. Il regarda le désordre sans dire un mot, alla se servir un reste de café froid et s'assit en face d'elle. « Vous allez au village demain, » dit-il. Les nouvelles allaient vite dans cette maison. Oui. Gabriel me l'a dit. Il serra son bol. Valentin Picard. Vous le connaissez? De réputation. Sa famille avait une petite exploitation au nord de Val-de-Source il y a une 15aine d'années. Ils ont vendu. Il regarda ses notes. Il a épousé une femme de Clermont-Ferrand. Je sais. Sa famille possède l'hôtel et plusieurs commerces sur la rue principale. Il disait cela sans menace, juste comme une information. Picard est en affaire avec son beau-père depuis janvier. Elle intégra l'information. Donc il est bien installé? Très bien. Et il a des relations. Sylvain fit tourner son bol. Vous savez ce que ça veut dire, si vous entrez là-bas demain? Ça veut dire qu'il a plus à perdre que moi. Sylvain haussa un sourcil. C'est une façon de voir les choses. C'est aussi une façon de dire qu'il a plus de moyens de me faire passer pour une folle. Oui aussi. Elle rangea ses papiers et les aligna parfaitement sur la table. Je sais, j'y ai réfléchi. J'imagine, dit-il dans un souffle. Ma femme aurait fait la même chose. Elle serait entrée tête haute. Il esquissa un début de sourire. Morte de trouille, mais elle serait entrée. Mathilde le regarda. C'était ce qu'il avait dit de plus personnel sur sa femme jusqu'ici. Elle avait souvent peur? Tout le temps. Mais elle ne laissait jamais la peur décider pour elle. Il se leva pesamment. Ce n'est pas la même chose que de ne pas avoir peur. C'est différent. Mieux, je crois. Il reprit son bol et remonta à l'étage. Mathilde resta seule à table, songeant à cette distinction entre l'absence de peur et le courage de faire face malgré tout. Elle se dit que Sylvain Roussel avait sans doute raison. Ils partirent pour Val-de-Source à 8 heures du matin. Gabriel conduisait, Mathilde assise à ses côtés sur le siège de la charrette. La matinée était grise et fraîche, une ligne de nuages bas s'étirait à l'horizon. La route était sèche et l'équipage avançait bon train. Aucun d'eux ne parla pendant les premiers kilomètres. Puis Gabriel rompit le silence. « Qu'est-ce que vous attendez de moi là-dedans ?» Elle y avait pensé. « Rien, à moins que Valentin ne décide d'en venir aux mains. » Il lui jeta un regard de côté. Valentin Picard n'a pas l'air d'un homme qui utilise ses poings. Non, mais parfois les hommes de ce genre utilisent la loi à la place. S'il essaye de prétendre que je raconte des mensonges, j'aurais besoin que vous confirmiez que la lettre existe et que vous l'avez lue. Ça, je peux le faire. Je n'ai pas besoin que vous parliez pour moi. Je le sais. Elle fixait la route. Je le précise parce que j'ai besoin de le dire.
Pas parce que je pense que vous le feriez. Il resta silencieux un instant, c'est noté. Ils arrivèrent à Val-de-Source juste avant 10 heures. La rue principale était animée de l'activité habituelle du milieu de matinée. Des charrettes devant le marchand de grains, des femmes devant l'épicerie, des hommes discutant devant la mairie. Mathilde vit plusieurs personnes noter leur arrivée et suivre la charrette du regard. Elle garda les yeux bien droits. Le bureau de Valentin Picard se trouvait à l'extrémité de la rue. Il gérait une affaire d'arpentage et de titre de propriété, ce qui correspondait bien à ses ambitions. L'enseigne au-dessus de la porte indiquait Picard et Associés en lettres noires bien nettes. À travers la vitre, elle aperçut un homme derrière un bureau. Gabriel arrêta la voiture. Le cheval d'Édouard est attaché devant l'épicerie, nota Mathilde. Je l'ai vu. Bien. Elle descendit sans attendre d'aide, lissa son manteau, prit le dossier de papier qu'elle avait apporté et se dirigea vers la porte. La clochette annonça son entrée. Valentin Picard leva les yeux. C'était un homme d'apparence correcte, pensa-t-elle. Elle n'avait eu que ses lettres pour se faire une idée, et maintenant elle avait l'image complète. Taille moyenne, carrure ordinaire, un visage centré mémorable. Le genre de visage qui suggère la compétence et la fiabilité, une image qu'il avait manifestement cultivée avec soin. Il devait avoir la quarantaine. Il portait des vêtements de qualité, choisis pour souligner son statut. Quand il la vit, son visage se décomposa pendant une fraction de seconde avant de se figer dans une neutralité prudente. « Mademoiselle Valois », dit-il. « Monsieur Picard ». Elle vint se poster devant son bureau. Elle ne s'assit pas sur la chaise réservée aux clients, car elle n'était pas là pour solliciter ses services. Je serai brève. Je pense que vous savez pourquoi je suis ici. Il ouvrit les mains dans un geste d'incertitude polie. J'ai entendu dire que vous étiez dans la région. Je suis navré que notre arrangement ne se soit pas concrétisé comme prévu. J'espère que vous avez trouvé une situation satisfaisante. Elle posa la lettre d'Édouard sur son bureau. Il la regarda. Elle vit un éclair de calcul dans son regard, rapide et exercé. Il ne la ramassa pas. « Je crois que vous avez déjà vu ce document, dit-elle. »« Je reçois beaucoup de courriers, répondit-il. Celui-ci vous est parvenu il y a 9 mois. Il détaille un arrangement que mon frère a passé avec vous en mon nom. Un arrangement dont je n'ai jamais été informé, impliquant la promesse d'accès à des propriétés qui n'existent pas, en échange de votre soutien pour une concession de terre dans le Nord. J'aimerais qu'on en discute. » La porte s'ouvrit derrière elle. Elle sut sans se retourner que c'était Édouard. Ses pas lui étaient aussi familiers que son écriture. Valentin regarda par-dessus son épaule. Édouard. Valentin. Édouard vint se placer un peu en retrait, sur la droite de Mathilde. Elle ne le regarda pas. « Mathilde, j'ai cru qu'on était d'accord pour laisser tomber, » dit son frère. Nous n'étions pas d'accord du tout. Valentin avait repris contenance. Il prit enfin la lettre, la retourna, puis la reposa. « Je ne sais pas ce que vous espérez prouver avec ce document, mademoiselle Valois, mais je peux vous dire que toute correspondance entre votre frère et moi relevait d'échanges commerciaux standards. Rien de plus. Vous me décrivez comme une partie d'un montage financier, rétorqua-t-elle. Vous et mon frère avez fixé les conditions de mon mariage. Vous avez continué à m'écrire pendant 4 mois alors que vous cherchiez activement une autre alliance, et vous m'avez laissé faire tout ce chemin en sachant que vous n'aviez aucune intention d'honorer vos promesses. Ce n'est pas un contretemps commercial, c'est délibéré. » Elle marqua une pause. Et les descriptions du domaine des Valois dans cette lettre sont fausses. Soit vous saviez qu'elles étaient fausses et vous avez continué quand même, soit mon frère vous a trompé. Dans ce cas, j'imagine que vous aurez à cœur, tout comme moi, de clarifier la situation. La mâchoire de Valentin se crispa. Ce sont des accusations graves. Je ne fais que décrire ce qui est écrit dans votre courrier. Cette lettre est un échange privé entre votre frère et moi. Elle parle de moi. Je pense avoir mon mot à dire. Derrière elle, Édouard intervint. « Mathilde, ça ne sert à rien. Rien de ce que tu feras aujourd'hui ne changera le passé. Tu as une place chez les Roussel, tu es... » Elle se tourna juste assez pour le foudroyer du regard. « Tais-toi. » Il s'exécuta. Elle revint à Valentin. Pendant un instant, le silence dans le bureau fut pesant. À travers la fenêtre, elle voyait Gabriel appuyé contre la charrette, les bras croisés. Elle sentait aussi que les gens sur le trottoir ralentissaient le pas, attirés par les éclats de voix. Valentin se leva, une manœuvre pour dominer la situation par sa taille. « Je pense que vous devriez reprendre votre lettre et rentrer chez vous, mademoiselle Valois. Vous avez traversé une épreuve difficile, j'en suis désolé. Mais venir ici proférer des menaces Je n'ai proféré aucune menace. » Elle ne recula pas d'un pouce. J'ai exposé des faits. Votre interprétation des faits. Alors discutons-en de l'interprétation. Elle n'avait pas prévu d'aller aussi loin, mais il lui ouvrait la porte. Édouard décrit 20 hectares de terres cultivables. Ces terres ont été vendues il y a 4 ans. Il décrit un cheptel de 40 têtes. Ces bêtes ont été vendues avant la mort de ma mère. Il vous a dit que j'apporterais l'accès aux fonds restants du domaine. Il n'y a plus de fonds. Elle scrutait son visage. Alors, soit il vous a menti et vous le saviez, mais vous avez quand même accepté ces conditions, parce que vous espériez que l'autre affaire aboutisse.
et quand l'autre affaire a fonctionné, vous m'avez fermé la porte sans même un mot. » Valentin ne répondit rien. « Laquelle de ces versions est la bonne ?» demanda-t-elle. La porte s'ouvrit de nouveau. Cette fois, ce n'était pas quelqu'un qu'elle attendait. La femme qui entra devait avoir 35 ans environ. Elle était élégante, d'une élégance citadine, précise et sans fioritures. Elle avait un visage vif et des yeux acérés qui se posèrent immédiatement sur la lettre, puis sur Mathilde, puis sur Valentin. « Clara » a dit Valentin, et sa voix changea du tout au tout. C'était sa femme. Un malentendu au sujet d'une vieille correspondance balbutia-t-il. Clara regarda Mathilde. « Êtes-vous la femme de la diligence, celle dont on parlait le mois précédent notre mariage ?» Mathilde soutint son regard. « C'est moi. » Clara hocha lentement la tête, du genre de hochement de tête d'une femme qui voit ses soupçons confirmés. Elle posa un panier sur le coin du bureau sans regarder son mari. Puis elle s'adressa à Mathilde. « J'aimerais lire cette lettre. »« Clara, » commença Valentin. « Valentin. » La voix était douce mais ferme. « J'aimerais la lire. » Mathilde lui tendit le papier. Clara le lut dans un silence absolu. Valentin et Édouard restaient pétrifiés. Mathilde regardait par la fenêtre le petit attroupement qui s'était formé, des gens qui faisaient semblant de regarder ailleurs tout en tendant l'oreille. Quand Clara eut fini, elle replia la lettre. Elle la garda un instant en main avant de la rendre à Mathilde. « Je vois, dit-elle. » Elle se tourna vers son mari. « On en reparlera plus tard. » Valentin ouvrit la bouche. Plus tard, Valentin. Elle reprit son panier et sortit. La clochette tinta derrière elle. Valentin regarda Mathilde avec une expression qui n'avait plus rien de poli. C'était de la rage pure. « Vous êtes satisfaite ?» cracha-t-il. « Pas totalement. » Elle rangea ses papiers dans son dossier. « Je suis venu ici pour rétablir la vérité publiquement, parce que le village se racontait une version qui oubliait l'essentiel. C'est fait. Pour le reste, c'est votre affaire. » Elle se dirigea vers la porte. « J'ai un document, » lança Valentin derrière elle. Elle s'arrêta. « Un document que votre frère a signé, » continua-t-il, sa voix reprenant de l'assurance. « Une reconnaissance de dette liée à l'arrangement, signé par Édouard Valois et contresigné par vous, en tant que témoin. » Elle fit demi-tour. Il tenait une feuille de papier. Elle s'approcha du bureau. C'était effectivement une reconnaissance de dette, signée par Édouard et par elle, datée de 7 mois. 7 mois plus tôt, elle était chez son frère pour signer des papiers concernant la vente de la dernière parcelle du domaine. Édouard lui avait présenté plusieurs documents ce jour-là, les expliquant de manière distraite pour qu'elle ne les lise pas trop attentivement. « Je n'ai jamais signé de documents concernant Valentin Picard, dit-elle. C'est pourtant votre signature. » Elle l'examina. C'était une excellente imitation. Édouard avait eu accès à sa correspondance et à ses papiers pendant des années. Il avait pu s'exercer. « Cette signature est un faux, » affirma-t-elle. « C'est une accusation sérieuse. Montrez-la à n'importe qui connaissant mon écriture. » Elle gardait son calme, mais elle sentait le sol se dérober. Cette sensation écœurante de comprendre que quelqu'un avait eu plusieurs coups d'avance. Son propre frère avait imité sa signature. Ou alors vous l'avez signée et vous préférez l'oublier, railla Valentin. Il avait retrouvé toute son arrogance. Il avait sorti ce document dès qu'il avait compris que la lettre ne suffirait pas, ce qui signifiait qu'Édouard l'avait prévenu la veille et qu'ils avaient préparé leur riposte ensemble. La porte s'ouvrit encore. Gabriel entra et vint se placer à côté d'elle. Il jeta un œil au document sans dire un mot. « Ceci prouve qu'elle était au courant de la dette », affirma Valentin. Ce qui signifie que si quelqu'un ment ici, la question de savoir qui savait quoi est bien plus complexe qu'une simple lettre. Mathilde sentit l'étau se resserrer. Elle était venue avec une preuve, et Valentin en sortait une autre. Dehors, les badauds assistaient maintenant à une autre version de l'histoire, celle d'une femme prise à son propre piège. « Cette signature n'est pas la mienne », répéta-t-elle d'une voix blanche. « Pouvez-vous le prouver ?» demanda Gabriel très calmement. « Édouard ?» Il s'adressait au fond de la pièce où Édouard était resté muet depuis 5 minutes. Son frère était devenu gris comme de la cendre. « Édouard, reprit Gabriel, est-ce que c'est vous qui avez signé le nom de votre sœur sur ce papier ?» Le silence fut total. Dehors, l'attroupement s'était encore agrandi. Les lèvres d'Édouard s'agitèrent sans produire de son. Puis, il finit par lâcher, les yeux fixés au sol. Valentin a dit que c'était juste pour la forme. « Édouard !» La voix de Mathilde claqua comme un coup de fouet. « Est-ce que tu as imité ma signature ?» Il ferma les yeux. C'était l'aveu. Pendant un long moment suspendu, Mathilde sentit quelque chose basculer en elle. Ce sentiment de nausée était toujours là, mais en dessous naissait une force nouvelle, plus dure, plus claire. Elle était venue avec la vérité, on lui avait opposé un faux, et le faux venait d'être démasqué devant témoins. Et l'homme qui avait tout orchestré se tenait là, incapable de la regarder en face. Elle se tourna vers Valentin. « Je crois que la conversation change de nature, maintenant. » Valentin jeta un regard furieux à Édouard. Il comprit que ses calculs venaient de s'effondrer. Et de la rue, à travers la vitre, arrivèrent les murmures des gens qui avaient tout vu. Ce n'étaient pas des mots distincts, mais ce bourdonnement particulier d'une foule qui vient d'assister à l'inattendu. L'histoire qu'il pensait connaître venait de voler en éclats. Mathilde resta là,
respirant calmement. Elle ne laissa rien paraître de son émotion. Elle ne ferait pas ce cadeau à Valentin Picard ni à ce village. Elle gérerait ça plus tard, au calme, quand elle pourrait enfin s'autoriser à craquer. Pour l'instant, elle attendait de voir ce que Valentin allait faire. Elle avait fait ce qu'elle était venue faire. Le reste devait suivre son cours. Valentin Picard prit sa décision en 4 secondes. Mathilde vit le mécanisme de sa pensée s'activer. Il pesait ses options, évaluait les dégâts potentiels. Ce n'était pas un homme qui paniquait, c'était un homme qui s'adaptait. Il plia le document falsifié et le posa sur son bureau avec une précaution infinie. Édouard a agi sans avoir toutes les cartes en main, dit-il. Quoi qu'il ait signé, quoi qu'il ait cru bon de faire, cela ne change rien au fait que votre frère a échoué à remplir ses engagements. C'est entre lui et moi. Il fixa Mathilde. Le fait que votre nom apparaisse sur un document est une erreur administrative, rien de plus. Une erreur administrative, répéta-t-elle. Un excès de zèle d'Édouard. Je ne lui ai jamais demandé de vous impliquer. C'était une pirouette habile. Il lâchait Édouard, transformant la falsification en une initiative isolée de son frère. Il essayait de se protéger en laissant Édouard porter tout le chapeau. Édouard, toujours au fond de la pièce, semblait réaliser qu'il venait de recevoir la note d'un dîner qu'il n'avait pas mangé seul. C'est intéressant, nota Mathilde, parce que la lettre que vous avez reçue d'Édouard, celle qui est sur votre bureau, décrit un arrangement qui demandait votre participation active. Vous avez répondu. J'ai vu négocier les termes. Vous avez accepté un partenariat. Vous n'avez jamais écrit à mon frère pour lui dire que m'impliquer était un excès de zèle. Valentin resta muet. Alors, soit vous étiez au courant de ce faux et vous n'avez rien dit, soit vous dites la vérité et Édouard a agi à votre insu. Dans ce cas, c'est une affaire qui concerne la gendarmerie. Elle laissa ses mots peser. Laquelle de ces versions préférez-vous? Gabriel était toujours à ses côtés. Il n'avait pas parlé depuis l'aveu d'Édouard, mais sa présence était un rempart. Valentin regarda Gabriel. Roussel, vous connaissez cette femme depuis 1 mois. Vous êtes prêt à soutenir sa parole contre un document signé? Je suis ici parce qu'elle me l'a demandé, répondit Gabriel. Ce que je soutiens, c'est ce que mes propres yeux ont vu. J'ai lu cette lettre. J'ai entendu votre homme admettre que la signature n'est pas la sienne. Il marqua un temps. Ce que vous ferez ensuite est votre problème. Mais voilà les faits dont je suis témoin aujourd'hui. Quelque chose changea dans le regard de Valentin. Il venait de réaliser que Gabriel Roussel n'était pas juste un voisin. C'était des milliers d'hectares, des milliers de bêtes et un nom qui pesait lourd dans toute la région. Ce poids n'était pas négligeable. Je veux parler à Édouard en privé, déclara Valentin, avant que quoi que ce soit d'autre ne se passe. Il n'y a plus rien de privé, trancha Mathilde. Votre fenêtre donne sur la rue. Il jeta un œil dehors. La foule avait encore grossi. On y voyait même Madame Aubert, l'épicière. C'était soit de la malchance, soit la justice divine. Valentin commença Édouard d'une voix tremblante. Je pense qu'on devrait... Tais-toi, Édouard, coupa Valentin. Le ton était d'une froideur qui surprit tout le monde. Mathilde posa son dossier sur le bord du bureau. Je vais vous dire ce que je veux, dit-elle à Valentin. C'est très simple. Je veux que ce document falsifié soit détruit, ici même, devant témoins, pour qu'il ne puisse plus jamais réapparaître. Et je veux qu'il soit su, dans cette pièce et dans cette rue, que mon nom a été utilisé sans mon consentement. C'est tout. Je ne demande pas d'argent. Je ne demande pas d'excuses. Je veux que la vérité soit rétablie. Valentin regarda le papier plié sur son bureau. Elle attendait. Dehors, on entendait le brouhaha de la foule qui s'installait pour le spectacle. « Et si je refuse ?» demanda-t-il. « Alors je sors d'ici avec la lettre d'Édouard, j'en envoie une copie à la préfecture et une autre aux journaux de Clermont-Ferrand. Les journalistes aiment les histoires de fraude foncière dans nos montagnes, et celle-ci a tout pour plaire. » Sa voix était d'un calme absolu. « Vous avez des relations d'affaires à Clermont, monsieur Picard. La famille de votre femme y possède des biens. J'imagine qu'une histoire de faux en écriture et de mensonges sur des propriétés agricoles serait gênante. » Le mot « gênante » prononcé sur ce ton fit mouche. Valentin la fixa longuement. Elle voyait le calcul final s'opérer. Il finit par ramasser le document. Il le déchira en 2. Le bruit du papier qui se déchire fut net et définitif dans le silence du bureau. Il le déchira encore et encore, puis posa les morceaux sur le bureau. « Cette conversation s'arrête là, dit-il. Ce qui s'est passé entre votre frère et moi reste entre nous. Votre nom est hors de cause. »« Bien, » répondit-elle. « Et je vous demanderai de me rendre la lettre. » « Non. » Elle reprit son dossier, la lettre d'Édouard bien à l'abri à l'intérieur. « Cette lettre reste avec moi. Je ne vais pas détruire la preuve de ce qu'Édouard a fait. C'est entre lui et moi, et je réglerai cela comme je l'entends. » Elle lança un dernier regard à Valentin. « Au revoir, monsieur Picard. » Elle se dirigea vers la porte, l'ouvrit et sortit. La foule sur le trottoir s'écarta pour la laisser passer sans qu'elle ait à demander quoi que ce soit. Le trajet jusqu'à la charrette lui parut interminable. Non pas qu'elle ait peur, elle avait laissé la peur derrière elle dans le bureau. Mais elle se sentait soudain épuisée, une fatigue qui lui sciait les jambes.
Ce genre de fatigue qui vous tombe dessus quand vous avez tenu bon pendant des heures et que la pression retombe enfin. Elle atteignit la voiture et posa sa main sur le rebord, immobile. Gabriel arriva derrière elle. « Ça va ?» ?»« Oui. » Un silence. « Laissez-moi juste 1 minute. » Il lui accorda 7 minutes. Il resta à la tête du cheval, sans la regarder, sans parler à personne. Elle resta là, respirant l'air frais du Cantal, sentant ses épaules s'affaisser de quelques centimètres. Puis elle grimpa sur le siège. Édouard sortit du bureau alors qu'elle s'installait. Il s'approcha lentement, comme un homme qui ne sait pas s'il va être reçu et qui sait qu'il ne le mérite pas. Mathilde. Elle le regarda. Il s'arrêta près de la roue. De près, il avait l'air encore plus mal en point que la veille. Ses traits étaient tirés, ses yeux marqués. « Je voulais t'expliquer. »« Pas aujourd'hui, coupa-t-elle. J'ai besoin que tu... » « Édouard. » Elle soutint son regard. « Pas aujourd'hui. Est-ce que tu m'as comprise ?» Il comprit. Il recula d'un pas. Gabriel monta et prit les rênes. Ils quittèrent Val-de-Source sans cérémonie. Mathilde, son dossier sur les genoux, fixait la route devant elle sans un regard en arrière. Ils étaient à 3 kilomètres du village quand Gabriel rompit le silence. « Vous lui avez laissé une porte de sortie. »« À Picard ? Vous auriez pu frapper plus fort. Les journaux, la préfecture, vous aviez de quoi le couler. » Elle y réfléchit. « Je sais. Je sais. C'était voulu ? Je n'étais pas venu pour le détruire, répondit-elle en regardant l'herbe ondulée sous le vent. J'étais venu pour rétablir les faits. C'est différent. Elle marqua une pause. Et je voulais détruire ce document. C'était le plus important. Cette fausse signature ne devait plus exister nulle part. Gabriel resta silencieux un instant. Et pour Édouard ? La question resta suspendue. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle revoyait Édouard dans le bureau, son visage livide, le petit son qu'il avait émis quand Valentin l'avait fait taire. Elle pensait à ce que cela signifiait. Son propre frère s'était laissé manipuler par Picard au point d'imiter sa signature. Elle n'avait pas de pitié pour lui. Elle voulait être précise sur ce point, au moins dans son esprit. Elle n'allait pas lui pardonner par pure convention. Mais elle savait aussi qu'Édouard n'était que le symptôme. Il avait été lâche et stupide, privilégiant une combine administrative à la dignité de sa sœur. C'était vrai, et elle ne l'oublierait pas. Mais Valentin Picard, lui, avait su, avait utilisé, avait construit tout cela. C'était lui l'architecte. Et il venait de subir une sacrée défaite dans un village où la réputation faisait tout. « Je m'occuperai d'Édouard plus tard », finit-elle par dire. « Quand je serai prête. »« C'est juste », conclut Gabriel. Ils continuèrent leur route en silence. La fine ligne de nuages s'était déplacée vers le nord, laissant place à ce bleu immense et limpide que Marilou commençait à reconnaître comme le cadeau particulier des plateaux du Cantal. Ce ciel vaste sans fioritures, qui donnait l'impression que tout ce qui se trouvait en dessous était plus petit, plus gérable qu'il ne l'était en réalité. « Vous n'étiez pas obligé de venir, dit-elle après un long moment de silence. « Vous l'avez déjà dit hier, je crois, répondit Gabriel sans quitter la route des yeux. « Je le répète, vous avez été témoin aujourd'hui. Valentin le sait. S'il décide de se montrer difficile à cause de ses relations à la préfecture ou ailleurs, qu'il le soit. » La voix de Gabriel était calme, posée. « Ça fait 15 ans que je fais des affaires dans la région. Valentin Picard n'est là que depuis 1 an. S'il veut transformer cette journée en conflit, il découvrira bien vite ce que cela lui en coûtera. » Elle observa son profil, la mâchoire serrée, le regard fixe. « Vous n'êtes pas inquiet ? Je ne m'inquiète pas pour Valentin Picard. » « Non. Alors, qu'est-ce qui vous inquiète ?» Il resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Puis, il tourna brièvement la tête vers elle. « Je me demande si vous allez vraiment bien. Et avant que vous ne me répondiez oui par réflexe, je vous le demande précisément, pas de façon générale. » Marilou resta un instant. La réponse honnête était complexe. « J'ai connu des jours meilleurs, mais j'en ai connu de bien pires. » Elle serra le dossier de papier sur ses genoux. « Je suis en colère. Plus que je ne l'ai montré dans ce bureau. Je suis furieuse contre Édouard et il me faudra beaucoup de temps pour digérer tout ça. Je suis révoltée d'avoir dû entrer là-dedans et me justifier face à un homme qui traitait mon nom comme une simple ligne comptable. » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. Mais je me sens aussi, je ne sais pas, plus légère. Comme si un poids qui m'écrasait la poitrine avait été déplacé, même si ce n'est que sur le côté. Il hocha la tête. C'est un sentiment tout à fait légitime. « Est-ce étrange que je ne sois pas plus effondrée ?» demanda-t-elle. Il l'observa un instant. Pourquoi serait-ce étrange ? La plupart des gens s'attendraient à ce qu'une femme dans votre situation soit en miettes. Mais la plupart des gens ont des attentes très basses envers les femmes dans votre position. Elle réfléchit à ses paroles. C'est étonnamment direct comme remarque. Je suis un homme direct, Marilou. Je commence à le comprendre, murmura-t-elle. Le chemin du domaine apparut enfin, cette longue allée bordée de clôtures en bois qui menait à la maison de maître, et elle sentit une tension s'apaiser dans ses épaules. C'était ce soulagement particulier d'un endroit qui avait commencé, sans qu'elle l'ait vraiment décidé, à ressembler à un foyer. Simon était sur la terrasse quand ils arrivèrent. C'était nouveau. Depuis qu'il avait recommencé à sortir, il allait parfois dans la cour le matin, ou faisait de courtes chevauchées le mardi avec l'un des ouvriers.
Gabriel lui en avait parlé à voix basse, avec ce ton prudent d'un homme qui essaie de ne pas trop espérer de peur que ce progrès ne disparaisse. Mais voir Simon sur la terrasse l'après-midi, assis dans l'un des fauteuils qu'elle avait elle-même nettoyé et redressé, c'était une première. Il les regarda remonter l'allée et descendre de la charrette sans dire un mot. Marie-Lou monta les marches de pierre. « Je ne m'attendais pas à vous trouver ici, Simon. »« Je ne tenais pas en place à l'intérieur, » répondit-il. Il observa son visage avec l'attention directe d'un homme qui a vécu assez longtemps pour lire les gens avec précision. « Alors, comment ça s'est passé ? Le document est détruit, annonça-t-elle simplement. Il hocha lentement la tête. Et Picard ? Il a fait ses calculs et a choisi la version qui lui coûtait le moins cher, ce que font toujours les hommes de son espèce. Elle s'assit dans le fauteuil voisin. Édouard a avoué le faux devant témoin. Simon soupira bruyamment. « Votre frère est un imbécile. » « Oui, il l'était déjà avant tout ça, j'imagine, d'aussi loin que je me souvienne. » Elle posa ses papiers sur ses genoux. « Il n'est pas méchant, je veux être juste. Il est simplement faible d'une façon très particulière. Il veut des choses qu'il ne peut pas obtenir honnêtement, alors il s'invente une version malhonnête en se persuadant que c'est acceptable. » « C'est une faiblesse dangereuse, trancha Simon. « Oui. Le genre de faiblesse qui blesse les autres pendant que celui qui en est responsable se persuade qu'il est juste pragmatique. » Gabriel monta les marches et entra dans la maison sans s'arrêter. Elle l'entendit dans la cuisine un instant plus tard, puis le bruit de la pompe à eau. Elle savait, sans avoir besoin de le voir, qu'il était en train de rincer la poussière de la route sur ses mains au-dessus de l'évier. Il y avait quelque chose de très ordinaire dans ce bruit, quelque chose qui faisait redescendre la pression de cette journée éprouvante. « Vous allez vous en sortir, Marie-Lou, » dit Simon. C'était la même question que Gabriel avait posée. Elle se demanda s'ils avaient discuté d'elle, puis décida que cela n'avait pas d'importance. Je le pense aussi. Elle regarda la cour, la grange, les étables et le bétail qu'on devinait au loin dans les pâturages. Je crois que j'avais besoin que cette journée arrive. J'ai passé 6 semaines ici avec l'impression de porter le poids d'une histoire qui n'était pas racontée correctement. Maintenant, c'est fait. Elle s'arrêta. Ce que les gens en feront ne regarde qu'eux. Simon fit basculer son fauteuil vers l'arrière. Ce n'était pas dans ses habitudes. Marguerite a eu un problème de ce genre, autrefois, avant que nous ne bâtissions ce domaine, commença-t-il. Un homme du village d'où nous venions avait raconté une version de ses actes qui n'était pas juste. Marie-Lou le regarda. Il parlait rarement de sa défunte épouse, et quand il le faisait, c'était toujours bref, contenu, comme si chaque mot lui coûtait un effort immense. Qu'a-t-elle fait ? Elle est allée dire ce qu'elle pensait en public, ce qui était bien plus difficile pour une femme à l'époque que ça ne l'est aujourd'hui. Elle l'a dit clairement, sans s'excuser, puis elle est rentrée à la maison. Il fixa l'horizon. Elle a pleuré pendant près d'1 heure après ça, dans la cuisine, là où elle pensait que je ne pouvais pas l'entendre. Marie-Lou resta silencieuse. Ça ne voulait pas dire qu'elle avait eu tort d'y aller, reprit Simon. Ça voulait juste dire que cela avait un prix. Les choses qui comptent coûtent toujours quelque chose. Elle pressa sa main contre son dossier. Et le village, ils l'ont cru ? Certains, oui. D'autres ont préféré croire ce qui les arrangeait, quoi qu'il arrive. Il haussa les épaules, le geste d'un homme qui a fait la paix avec la nature changeante des autres. Elle a fini par arrêter de s'inquiéter pour ceux qui refusaient de voir la vérité. Combien de temps cela a-t-il pris ? Plus longtemps qu'elle ne le disait, mais moins longtemps qu'on ne le croit. Marie-Lou sourit, ce qui l'a surpris elle-même. C'était la première fois qu'elle souriait depuis qu'elle avait découvert la lettre. La semaine suivante fut plus calme qu'elle ne l'avait craint. Elle s'était préparée au contre-coup, aux ragots venant de Valvert, au commérage des voisins et des marchands. Un peu de tout cela lui parvint. Perrine lui rapporta que Madame Thérèse, à l'épicerie, avait quelque peu modifié sa position. Elle ne disait plus qu'elle plaignait ce pauvre monsieur Roussel d'avoir recueilli une traînée, mais que finalement l'histoire était plus complexe qu'il n'y paraissait. Ce n'était pas un blanc-seing, mais c'était au moins un changement de cap. Un employé de la préfecture passa un jeudi pour poser des questions sur le dossier de terre qu'Édouard gérait, dossier qui était désormais entaché de soupçons de fraude. Gabriel l'envoya discuter avec la gendarmerie et en resta là. Édouard vint au domaine un vendredi. Elle savait qu'il viendrait. Il finissait toujours par réapparaître quand les choses tournaient mal. Il avait un cycle qu'elle reconnaissait aussi bien que sa propre écriture. La faute, la conséquence, une période d'attente pour décider de son approche, puis l'arrivée avec une explication qui ressemblait plus à un plaidoyer. Elle l'accueillit à la grille plutôt qu'à la maison. Elle n'avait pas prévu de le faire, elle était simplement en train de réparer le loquet du potager quand elle entendit sa charrette. Elle posa ses outils et attendit. Il descendit, l'air accablé par le poids de ses erreurs. « Je dois te dire quelque chose, commença-t-il, avant que tu ne dises quoi que ce soit. » Elle croisa les bras. Ce n'était pas de l'hostilité, juste la lassitude d'une femme qui en avait fini avec les versions arrangées de la réalité. « Alors parle. » Il parla. La vérité était pire que ce qu'elle avait imaginé.
Édouard n'avait pas seulement accepté de l'inclure dans l'accord avec Valentin Picard, il l'avait proposé. C'est lui qui, dans sa première lettre, avait suggéré que Marilou ferait partie du lot, que sa présence en tant qu'épouse servirait de caution humaine à une transaction qui en manquait. Il l'avait évaluée, sa propre sœur, comme l'actif le plus facilement mobilisable qu'il lui restait. Cette histoire de terre n'était qu'une combine, à la limite de la légalité, un terrain vague où Édouard s'était toujours senti à l'aise. Il avait besoin de la coopération de Valentin pour donner une apparence légitime à l'opération. Valentin, lui, avait besoin d'un établissement domestique solide pour asseoir sa position auprès de ses contacts à Lyon. Selon les calculs d'Édouard, tout le monde y gagnait. Sauf moi, coupa-t-elle quand il eut fini. Je sais. Je n'ai rien gagné du tout. J'ai eu un billet de diligence et un village entier qui m'a regardé m'effondrer. Je sais, Marilou. Elle regarda son frère. Il avait 51 ans et il prenait de mauvaises décisions depuis 31 ans qu'elle le connaissait. Là, devant elle, il paraissait épuisé. Elle repensa à ce que Simon avait dit sur la faiblesse qui blesse les autres. « Je ne vais pas faire ce que tu attends de moi, Édouard. » Il fronça les sourcils. « Qu'est-ce que j'attends ? Tu attends que je sois en colère un moment, puis que je te pardonne pour que nous continuions comme avant. Avec moi qui répare tes bêtises pendant que tu te persuades que tout est résolu. » Elle garda une voix très calme. « Je ne le ferai pas cette fois. » Il resta pétrifié. Ce qui s'est passé la semaine dernière, le faux, ce document dans le bureau de Picard, ce n'est pas quelque chose que je peux classer dans la catégorie des malentendus. Tu m'as vendu, Édouard, c'est ce que tu as fait. Et j'essaie de trouver les mots pour te le dire crûment depuis que j'ai trouvé ta lettre. Elle fixa son regard dans le sien. Tu m'as vendu, puis tu as imité ma signature sur un papier que je n'avais jamais vu pour couvrir la transaction. Et quand j'ai fait face à la vérité, tu t'es écrasé et tu as laissé Valentin Picard te faire taire devant tout le monde. Il serra les dents. Je t'aime, Édouard. Tu es mon frère, et ça ne changera pas. Mais je n'ai plus confiance en toi, et je ne prétendrai plus le contraire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Demanda-t-il, la voix rauque. Pour nous, ça veut dire que nous ne sommes plus proches, plus comme je le pensais. Elle ramassa ses outils. Règle tes comptes avec la justice pour cette histoire de terre. Gère les conséquences avec Picard, mais ne viens plus vers moi en attendant que je répare les pots cassés. Il resta un instant à la grille. C'est tout ? C'est tout. Elle retourna vers la maison. Un instant plus tard, elle entendit la charrette repartir. Elle ne pleura qu'une fois dans la cuisine, la porte fermée, et seulement brièvement, en laissant couler l'eau pour que personne ne l'entende. C'était une leçon qu'elle avait apprise d'une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée. Dire la vérité a un prix, et ce prix est réel. Il faut s'autoriser à le ressentir avant de pouvoir passer à autre chose. Elle se lava le visage, s'essuya les mains, et commença à préparer le dîner. 3 semaines après la confrontation à Valvert, 2 événements se produisirent le même jour. Le premier fut la visite de Claire Picard au domaine de la Lanterne Rouge. Marilou vit la voiture depuis la fenêtre de la cuisine. Elle reconnut Claire à sa façon de descendre, avec cette élégance précise. Elle essuya ses mains sur son tablier et alla ouvrir. Claire s'arrêta au bas des marches. « Je ne suis pas venue pour créer des ennuis. »« Alors, montez !» répondit Marilou. Elle l'installa dans la cuisine, prépara du café, et elles s'assirent face à face. Claire resta silencieuse un moment, observant la pièce avec un regard d'experte. « Vous avez fait du bon travail ici, dit-elle enfin. C'était nécessaire. J'imagine. » Claire serra sa tasse entre ses mains. « Je veux être honnête avec vous. Je suis venue parce que j'ai relu cette lettre. J'en avais gardé une copie à l'insu de Valentin, et j'ai réfléchi à ce qu'elle impliquait, à ce qu'il avait accepté. » Elle regarda Marilou droit dans les yeux. « Il savait que la situation de votre domaine était mensongère. Je veux que vous sachiez que je le sais. Il m'a raconté une autre version à l'époque, et je l'ai cru parce que je le voulais bien. C'est une chose avec laquelle je dois maintenant vivre. » Marilou l'observa. « Pourquoi me dire ça ? Parce que vous méritiez que quelqu'un vous le dise franchement. Que ce qu'on vous a fait n'était pas une erreur, mais un choix délibéré fait par plusieurs personnes, et que c'est vous qui en avez payé le prix. » Elle but une gorgée de café. « Je veux aussi que vous sachiez que ma situation avec Valentin est en train d'être reconsidérée. J'en suis désolé, ne le soyez pas. » Claire posa sa tasse avec une fermeté qui n'était pas de la colère, mais de la résolution. « Je préfère savoir. La plupart des femmes n'ont pas ce choix. » Elles restèrent encore une demi-heure à discuter de choses et d'autres, du domaine, de la région, des affaires de la famille de Claire à Lyon. C'était une conversation prudente entre 2 personnes qui apprennent à se respecter. En la voyant partir, Marilou se dit qu'elle venait de partager une leçon apprise aux dépens d'hommes qui auraient dû mieux se comporter. Le second événement arriva le soir même. Gabriel rentra plus tard que d'habitude. Il était plus silencieux que la normale pendant le souper. Simon le remarqua, elle aussi, mais elle attendit. Une fois Simon monté se coucher, elle commença à débarrasser. Gabriel resta assis devant son café. « La préfecture a envoyé un message aujourd'hui, dit-il enfin. » Elle se retourna. « À propos d'Édouard, à propos de l'implication de Picard,
Le dossier est officiellement réouvert pour tentative de fraude. Ils examinent toute la correspondance. Il fit tourner sa tasse entre ses doigts. Je ne sais pas encore ce que ça signifie pour les affaires de Picard ici, mais ça prouve que notre discussion dans son bureau a eu des conséquences. Elle s'essuya les mains. C'est ce qui vous tracassait pendant le dîner? En partie. Il fixa la table. J'ai aussi discuté avec un adjoint du préfet. Il posait des questions sur vous. Marie-Lou se figea. Sur moi? Sur l'accord initial pour savoir si vous étiez complice ou si vous aviez des revendications. Il leva les yeux vers elle. Je lui ai dit que vous n'étiez partie prenante de rien, que j'avais été témoin de l'aveu selon lequel votre nom avait été utilisé sans votre consentement, et que le document incriminant avait été détruit. Il marqua une pause. Il a semblé satisfait. Elle s'assit en face de lui. Vous ne m'avez pas dit qu'il était venu. Je vous le dis maintenant. Je ne voulais pas que vous vous inquiétiez avant que ce ne soit réglé. Gabriel. Elle prononça son nom avec cette même gravité qu'il avait utilisée pour le sien. Je dois savoir ces choses quand elles arrivent, pas après. Il accusa le coup. Vous avez raison. Je suis désolé. L'excuse était simple, sans fioriture. Merci d'avoir géré ça, et d'avoir dit la vérité. Elle croisa les mains sur la table. Qu'est-ce que tout ça signifie pour vous? Pour le domaine? Probablement rien. Je ne suis pas lié à cette fraude. Il hésita. Pour ma réputation, ça dépendra de la façon dont les gens du village choisiront de lire les faits. Ça vous inquiète? Non, dit-il après un silence. Mais je veux être honnête. Vous avoir soutenu dans ce bureau n'était pas sans risque. Certains pensent que j'ai pris parti dans une querelle qui ne me concernait pas. Elle soutint son regard. Est-ce que vous regrettez d'y être allé? Il n'hésita pas une seconde. Non. Alors je ne vais pas vous remercier, parce que vous m'avez dit vous-même que vous n'étiez pas là par charité. Cela lui arracha presque un sourire. C'est vrai, je l'ai dit. Je dirai ceci à la place. Elle posa ses mains à plat sur la table. Quel qu'ait été le prix de cette journée, je sais qu'il n'était pas nul, et je n'oublie jamais ce genre de choses, même quand je ne le dis pas. Il la regarda longuement, à la lueur de la lampe, dans le calme de cette maison qui n'était plus silencieuse comme autrefois. Je sais que vous n'oubliez pas, répondit-il. Le changement entre eux se fit lentement, comme toutes les choses réelles. Pas en un éclair, mais à travers une série de petits moments. Ce fut ce soir où il rentra d'une longue tournée et où elle avait gardé son dîner au chaud sans qu'il le demande. Ce fut ce matin où elle fit brûler le gâteau de maïs, ce qui ne lui arrivait jamais. Il le mangea sans rien dire, et quand elle s'en agaça, il affirma qu'il était très bon. Ils se chamaillèrent pendant 10 minutes pour une histoire de gâteau trop cuit, et cela finit par un éclat de rire inattendu qui les surprit tous les deux. Simon observait tout cela avec la patience d'un homme qui a connu l'amour et qui sait reconnaître les prémices d'un attachement sincère. Il ne disait rien, il était trop fin pour ça. Un après-midi, Marie-Lou était en train de préparer les parterres devant la maison. Elle avait enfin arraché les tiges mortes et retourné la terre. Elle était à genoux quand elle entendit la porte de la terrasse. Gabriel était là, à l'observer. Elle s'attendait à une remarque pratique sur les graines ou la saison. Ma mère plantait de la lavande sur la droite et des encolis sauvages à l'arrière, dit-il simplement. Elle se redressa sur ses talons. Vous savez où en trouver? Alors rapportez-en. Je les planterai là où est leur place. Il rentra à l'intérieur. Elle se remit au travail, pensant que certaines choses se réparent de l'extérieur vers l'intérieur. On met les bonnes choses en terre, on attend, et soit ça pousse, soit ça meurt, mais il faut d'abord planter. Une semaine plus tard, un colis arriva d'une pépinière voisine. Des pieds de lavande et des graines d'encolis, emballés avec soin. Sans mots. Elle les planta le lendemain, pensant à cette femme qu'elle n'avait jamais connue mais dont elle suivait les traces. Simon la regardait depuis son fauteuil. Elle approuverait l'emplacement, dit-il. J'ai eu de l'aide, répondit Marie-Lou. Il regarda la porte par laquelle Gabriel était sorti 20 minutes plus tôt. Je sais. La lumière de l'après-midi donnait à l'herbe des reflets dorés. Marie-Lou tassa la terre autour du dernier pied de lavande et contempla son travail. Elle était arrivée ici avec une valise et une fierté blessée, et elle était devenue celle qui décidait de ce qui poussait devant cette maison. Ce n'était pas rien. Elle rentra, l'odeur du pain chaud l'accueillit. À l'étage, elle entendait Simon s'activer dans le bureau. Le bureau qui n'était plus sa chambre close, mais une pièce de vie, avec ses livres et son fauteuil face à la fenêtre. Quelque chose se recousait dans cette maison. Pas parfaitement, pas sans cicatrice. Les parterres mettraient du temps à fleurir. La lavande pourrait ne pas prendre. La situation administrative d'Édouard n'était pas totalement réglée. Et Gabriel restait un homme complexe, habitué à la solitude. Mais le pain était au four, les plantes étaient en terre, et une porte fermée depuis 2 ans était désormais grande ouverte. Marie-Lou Lesage, qui était venue pour épouser un inconnu et s'était retrouvée là où elle ne l'attendait pas, prit le temps de savourer ce poids nouveau dans sa vie. La lavande finit par prendre. Marie-Lou le remarqua un mardi matin de mai, 6 semaines après l'avoir planté. En revenant du poulailler, elle vit les premières petites pointes mauves. C'était un détail, une plante décidant de vivre dans un nouveau sol,
Mais cela lui procura une satisfaction immense. Simon le remarqua aussi à midi. Il s'arrêta net devant le massif. « Bien », murmura-t-il pour lui-même. Juste un mot. La préfecture finit par clore le dossier d'Édouard fin avril, concluant à un manque de preuves pour une condamnation, mais citant de graves irrégularités. Édouard ne fut pas poursuivi, ce qui fut pour Marie-Lou à la fois un soulagement et une frustration. Il lui écrivit. Une lettre pleine de contrition de façade. Elle la posa sur la table et retourna à ses occupations. Elle n'était pas prête à décider ce qu'elle ferait de lui. Quant à Valentin Picard, les rumeurs disaient que sa situation avec Claire était plus que précaire. La famille de Claire avait posé des questions embarrassantes. Marie-Lou s'en moquait. Elle avait rétabli sa vérité, c'était tout ce qui comptait. Ce qui importait, c'était que Gabriel semblait moins fatigué le soir. C'était que Simon sortait maintenant régulièrement inspecter ses clôtures. C'était que la cuisine était redevenue le cœur battant de la maison. Un soir de mai, Gabriel la trouva dans le bureau. Elle lisait un livre d'histoire, installé dans le fauteuil de Simon. Il frappa à la porte ouverte. « Vous avez une minute ?» Elle posa son livre. « Oui. » Il entra mais resta debout près de la fenêtre. « J'aimerais vous demander quelque chose, commença-t-il. Et je veux que vous sachiez que quelle que soit votre réponse, votre place ici n'est pas remise en cause. Je veux être très clair là-dessus. » Elle le regarda fixement. « Je vous écoute. » Il prit une inspiration. « J'aimerais que vous envisagiez de rester. Pas comme la personne qui gère la maison, mais plus que ça. » Il s'arrêta. « Je ne suis pas doué pour ces choses-là. »« Je le sais, » répondit-elle. « Continuez. » Un léger changement passa dans son regard. « J'ai réfléchi à la façon de vous le dire sans que cela ressemble à une transaction. Parce que c'est comme ça que les choses ont été gérées dans votre vie jusqu'ici, et je ne veux pas que vous ayez l'impression d'être une nouvelle fois l'objet d'un accord. » Le mot transaction sembla peser une tonne dans le silence de la pièce. « Alors ne le proposez pas comme tel. J'essaye. » Il s'approcha un peu. « Je sais que vous êtes arrivé ici dans des circonstances que vous n'aviez pas choisies, et je sais que vous êtes resté parce que le travail était honnête et que vous n'êtes pas une femme qu'on sauve. C'est l'une des 15 choses que j'admire chez vous. » Il s'interrompit encore. « Je ne m'y prends pas bien. »« Gabriel ?» Elle se leva. « Qu'est-ce que vous voulez dire, au fond ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Je veux dire que cette maison est différente grâce à vous. Mon père est différent. Je rentre le soir et j'ai l'impression d'arriver quelque part, et je sais que ce n'est pas rien. Et ce n'est pas seulement la maison. C'est vous, votre façon de penser, de dire les choses sans détour. Votre force face à ce qui s'est passé en avril. » Il fixa ses mains un instant. « Je ne vous demande pas de décider ce soir. Je ne vous demande même pas de répondre tout de suite. Je voulais juste que vous sachiez que ce que je propose, ce n'est pas un arrangement. Ce n'est pas un contrat. C'est juste moi. Pour ce que ça vaut à vos yeux. » Le bureau était paisible. Dehors, le soleil déclinait, jetant des lueurs dorées sur la plaine. Marie-Lou avait beaucoup réfléchi à ce qu'elle voulait. Plus à la façon romantique et naïve de sa jeunesse, mais à la façon d'une femme qui a vu le monde tel qu'il est. Elle voyait devant elle un homme qui l'avait soutenue quand tout le monde regardait ailleurs. Un homme qui avait fait venir des fleurs sans rien demander en retour. Un homme qui s'excusait quand il avait tort. « J'ai des conditions, dit-elle enfin. » Il ne sourit pas, mais ses yeux s'éclairèrent. Je m'en doutais. Je garde mon rôle au domaine. Je ne deviens pas une potiche. Je ne saurais pas quoi faire d'une potiche, de toute façon. Je garde mon salaire pendant 6 mois, le temps de voir si nous nous entendons vraiment comme nous le pensons. Il hocha la tête. C'est juste. Et si je vous dis que quelque chose ne va pas, vous m'écoutez avant de décider quoi que ce soit. Vous voulez dire que je ne dois pas gérer les choses à votre place sans vous en parler. C'est exactement ce que je veux dire. Il resta silencieux un instant. Ce sont vos conditions ? Ce sont mes conditions. Il lui tendit la main. Ce n'était pas un geste de film. C'était la main d'un homme qui tient sa parole. Elle la prit. Sa poigne était la même que le premier jour, ferme et franche, sauf que cette fois, aucun des deux ne la lâcha. « Je ne suis pas facile à vivre, prévint-il. Je préfère le dire, je sais. Ça fait 3 mois que j'habite ici. Je me lève à 4 heures du matin. Je sais ça aussi. Je ne parle pas beaucoup quand je suis fatigué. Gabriel, elle le regarda avec tendresse. Je ne demande pas que ce soit facile. Je demande que ce soit honnête. Il regarda leurs mains jointes. Ça, je peux le faire. Ils restèrent ainsi dans ce bureau qui avait repris vie. Puis elle sourit. Le dîner va brûler si on reste là. Il lâcha sa main et elle redescendit vers la cuisine. Elle se sentait enfin à sa place. Elle écrivit à Édouard en juin. Pas la lettre de reproche qu'elle avait composée 1000 fois dans sa tête. Une lettre courte. Elle lui disait qu'elle avait trouvé son foyer au domaine de la Lanterne Rouge. Qu'elle attendait de lui qu'il règle ses affaires sans l'impliquer. Qu'elle lui écrirait quand elle serait prête à le revoir et que cette décision lui appartiendrait. Elle ne prétendait pas ne plus être en colère, mais elle refusait de passer sa vie à lui tourner le dos. Simon lui demanda de l'accompagner se promener un matin de juin. Il l'emmena sur une crête à l'extrémité de la propriété, un endroit qui offrait une vue imprenable sur tout le domaine. « J'amenais Marguerite ici, commença-t-il.
Quand on a commencé, on venait regarder ce qu'on avait bâti pour essayer de croire que ça deviendrait ce qu'on voulait. Et vous y croyez? Pas toujours. Elle y croyait pour deux. Marie-Lou regarda la maison au loin, la petite lanterne rouge visible sur le poteau de la terrasse. Elle avait raison, dit Marie-Lou. Simon se tourna vers elle. Je voulais vous montrer ça pour que vous compreniez une chose. Vous n'avez pas réparé cet endroit. Vous n'êtes pas arrivé pour tout remettre d'aplomb. Le domaine était ce qu'il était. Il avait juste besoin de quelqu'un pour le lui rappeler. Elle le regarda, touchée. Marguerite disait toujours « On ne bâtit pas quelque chose de vivant de l'extérieur. On lui donne les conditions pour qu'il se bâtisse lui-même. » Il reporta son regard sur la vue. « Vous avez donné les conditions à cet endroit. C'est différent de réparer. » Elle resta un long moment silencieuse, savourant l'air pur de la montagne. « Merci de me dire ça. Merci pour le gâteau de maïs du samedi matin, » répondit-il. « Et de ne pas avoir été trop insistante. Vous auriez résisté. Sûrement. » Un semblant de sourire apparut sur son visage parcheminé. « Gabriel aussi résiste. Vous êtes patiente avec lui. Il l'est avec moi. Il essaie, en tout cas. Il n'est pas facile. »« Non, » conclut Simon en redescendant vers la plaine. « Mais vous non plus. » Le mariage eut lieu en septembre. La lavande était en fleurs et les encolis avaient poussé un peu de travers, comme elles le font toujours. Mais elles étaient magnifiques. Marie-Lou ne portait pas de blanc, mais une robe bleu profond qu'elle avait cousue elle-même. Gabriel portait son plus beau costume et paraissait terriblement nerveux. La cérémonie fut simple, devant le maire, avec Simon, Perrine et quelques ouvriers fidèles. Ce ne fut pas une journée parfaite au sens conventionnel. Le vent fit s'envoler le chapeau du maire et il y eut une petite averse à midi. Mais c'était réel. Gabriel se pencha vers elle pendant les vœux et murmura « Il est encore plus stressé que moi. » Elle manqua d'éclater de rire. Ce n'était pas l'image qu'elle s'était faite de son avenir autrefois, mais c'était tellement mieux. C'était spécifique, vivant, imparfait. Elle ne pensa à Valentin Picard qu'une seule fois ce jour-là, alors qu'elle était assise avec Gabriel sur les marches de la terrasse. Elle repensa à la diligence, à cette sensation de vide quand elle était arrivée seule à Valvert. Le pire ne fut pas que Valentin l'ait abandonnée, mais les années passées à laisser Édouard décider pour elle. La diligence n'avait été que le moment où ce système avait montré son vrai visage. On ne voit pas le danger tant qu'il ne se révèle pas. Gabriel lui prit la main. « À quoi penses-tu ? À la diligence qui m'a amené ici. » « Tu regrettes de l'avoir prise ?» Elle regarda la lavande, la lanterne rouge qu'on venait d'allumer, et Simon qui rangeait ses livres dans le bureau. « Non, » répondit-elle. Elle n'avait pas été sauvée par le nom ou l'argent de Gabriel. Elle s'était sauvée elle-même en refusant de rester invisible. Ce qu'on est, c'est ce qu'on fait quand le sol se dérobe sous nos pieds. Elle l'avait appris à ses dépens, mais elle l'avait appris pour de bon. Le bonheur n'est pas un moment unique, c'est une pratique quotidienne. C'est le pain au four, le loquet de la clôture, la lanterne qu'on allume chaque soir. La main de Gabriel serra la sienne, simplement, naturellement. La lumière dorée de septembre enveloppa le domaine de la lanterne rouge, et Marie-Lou Roussel respira enfin, en paix avec son histoire.